Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti dans un nouvel épisode. Et si on était sur YouTube, j'aurais mis une image du mont Fuji oversaturé avec un policier japonais faisant un signe genre Dame par-dessus la photo. Et puis moi me prenant la tête entre les mains avec ce titre en français, c'est Français qui quittent le Japon. Ah mon Dieu, voilà. Je pense que j'aurais trouvé un bon truc. Parfois, honnêtement, j'aurais aimé être un YouTuber. Tu dois te taper quand même des barres de rire, si tu te prends pas au sérieux, bien sûr, hein, à faire des images cover totalement à la con, comme ça. Je pense que ça doit être vraiment très très drôle. Bon, après, tu pleures un peu hein, en te rendant compte que ce que sont... ce que font les images et ce qu'en font les gens après quand ils vont cliquer sur la vidéo, parce que souvent tu as des images comme ça qui sont très putaclic et puis souvent la vidéo derrière finalement il y a pas grand chose, un peu comme Moji-Sam au Japon, hein, mais bon je sais qu'il a fait ça un peu pour rigoler mais un peu aussi pour ramener du monde, et puis je crois qu'en regardant les stats ma vidéo a marché plutôt bien je pense, et puis peut être plutôt content avec le côté genre le titre c'était il a payé son visa pour venir au Japon, voilà, où il a acheté son visa, je sais plus ce que c'était le titre exactement, mais c'est même moi qui lui avais donné, hein, c'était très rigolo parce que j'avais sorti ça pour rigoler, parce que je pense que je vous l'avais déjà sorti, hein, genre j'ai acheté mon visa, mais vous le savez que c'est pas exactement comme ça, mais on le sait, hein, voilà, c'est comme ça que ça marche, il faut le faire. Sinon, les gens ne cliquent pas sur les vidéos, malheureusement. Et puis, quand on regarde la vidéo, finalement, l'interview, on voit bien que c'est pas genre il a acheté son visa, il a plein d'argent, etc. Même s'il y avait, je crois qu'il y avait des commentaires de personnes qui disaient ouais, tout le monde ne peut pas être comme lui, tout le monde n'est pas blindé de thunes et il s'en sort pas. Attends, je suis pas blindé de thunes, les amis. Hein. Je pense que la plupart d'entre vous ont un compte en banque qui est mieux garni que le mien, a priori. Et tant mieux pour vous. Mais bref, vous l'aurez compris, on aura un bon topic, pardon, pas un tapic, mais un topic, en mode YouTube aujourd'hui. Mais comme d'hab, on va surtout avoir le 3615 Ma Vie, je sais, c'est votre rubrique préférée. Et pour cause, c'est la seule rubrique du podcast maintenant. Bah oui, donc vous n'avez pas trop le choix hein, de l'aimer, parce qu'il n'y a plus que celle-là. Et donc, pour commencer, avec un pote, on parlait il n'y a pas très longtemps un peu des situations tendues et de la fameuse épée de Damoclès que tu as sur la tête quand tu vis au Japon. Enfin, pour certains d'entre nous en tout cas. Et on se demandait comment ça s'est organisé le chômage ici. Une amie à moi, par exemple, avait été au chômage pendant le Covid, et je sais qu'elle avait eu genre 50% de son salaire juste quelques mois, mais vraiment pas longtemps, hein, genre 2-3 mois maximum. Alors peut-être que j'ai des bêtises, hein, peut-être que ça avait duré 6 mois, mais de mémoire, ça avait pas duré très longtemps, et puis il y avait quand même beaucoup plus de stress que quand t'es au chômage en France. Du coup, il a regardé de son côté, et il a vu que le chômage pouvait aller de 50% de ton salaire à 80%, et en gros, ça pouvait durer un mois de salaire seulement de chômage, voire un peu plus d'un an. Et si tu as plus de 45 ans, sachant que je suppose que tout ça doit être aussi calculé suivant ce que tu cotises et ton ancienneté finalement, voilà, tu pouvais avoir encore un petit peu plus qu'un an. C'était genre, voilà, c'était, je crois que c'était un chouïa plus qu'un an si t'avais plus de 45 ans. Alors, je sais pas perso combien je pourrais prétendre hein, en ayant bossé 2 ans, ça va faire 2 ans que je travaille là par exemple, mais j'étais surpris de voir que ça allait finalement jusqu'à 80% de ton salaire, ça pouvait, un peu comme en France pendant un moment, je pense que c'est plus le cas maintenant à l'époque, mais il me semble qu'à moi, à l'époque où j'ai touché du chômage en France, c'était genre 70% de ton salaire que tu avais, il me semble, dans ces eaux-là, et puis surtout que ça puisse durer jusqu'à un an au Japon. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais plus à des trucs qui durent genre 2 mois, 3 mois max. Après, je suppose que c'est des cas vraiment spécifiques hein, qu'ont ces choses-là. Je pense peut-être quelqu'un qui a 55 ans ou 65 ans, peut-être qu'on lui dit, tiens, t'as un an de salaire et 80%, mais que voilà, la plupart des gens, ils ont pas ça. Hein. Mais je m'attendais pas quand même à avoir ces chiffres-là pour le coup. Bon, j'avoue, j'ai pas plus d'infos que ça, hein. Donc prenez pas encore une fois par rapport à argent comptant, c'est juste mon pote qui a vu ça sur internet, c'est peut-être pas vrai totalement. Bon, pour ma pote là qui avait 50%, ça c'est vrai, elle avait 50%, puis ça a duré que quelques mois, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, un jour il faudra peut-être que je regarde un peu plus en détail comment ça fonctionne, même si j'espère pas en avoir besoin, parce que ça serait pas une super nouvelle pour la suite de mon aventure au Japon, comme vous le savez. Et justement, en mode économie, voilà, la fin d'année devrait être un peu mieux, si toutes les planètes s'alignent bien. Si ma copine elle bosse, si moi je suis en freelance, en total freelance, donc plus en salarié japonais, donc j'ai un visa à mariage, je pourrais économiser 500 euros je pense par mois, plus avec ce que je paye pour le portage. Bon ça serait les 500 euros si ma copine elle bosse, je pense, je devrais pouvoir remonter à peu près à ce prix-là. Et puis avec ce que je vais économiser du portage, le portage salarial que je paye, je devrais aussi à peu près économiser dans ces eaux-là. Donc voilà, je devrais revenir à un truc un petit peu
un petit peu plus respirable. Et puis pareil, je pense que comme je vous l'ai dit, je vais sûrement déménager l'année prochaine, soit cette année parce que j'aurai pas le choix. Si je peux pas faire transférer mon bail et qu'il faut que je repaye encore un cadeau, bah là dans ce cas-là j'en profiterai pour déménager. Et bon, de ce que j'ai pu voir, je pourrais quand même avoir un appartement moins central, hein, bien sûr, mais un appartement plus grand et qui me coûte moins cher et j'aurais économisé facilement 200 € tous les mois en ayant genre un 60 et quelques mètres carrés, en habitant dans des quartiers quand même sympas de Kyoto, un peu plus éloignés mais en restant sympa. Donc je me dis pourquoi pas, et donc dans ces cas-là, je pourrais vraiment respirer financièrement, ça ira un peu mieux. Ce sera sympa à pump it up, ça y est, c'est la folie, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte, donc il va falloir remonter doucement. Mais disons que ça va être un peu plus, un peu plus respirable et je pourrais reprendre la voie de l'économie. Enfin, pas vraiment, car du coup, vous le savez, j'aurais pu être un YouTuber tech, voilà. J'aurais adoré être un YouTuber tech, comme on voit à chaque fois dans leur joli canapé avec leur LED et leur lumière, etc. Et puis ils vont dire aujourd'hui j'ai testé le nouveau machin, voilà. J'aurais beaucoup aimé faire ça, parce que j'adore acheter des conneries. Ceux qui me connaissent le savent, hein, j'ai déjà eu un piano de scène chez moi, oui, un piano Nord Electro pour les intimes, le joli piano rouge, etc. Sachant que je ne joue pas de piano et que je ne sais pas jouer de piano. J'ai eu un écran Cintiq aussi, ça aussi pour ceux qui connaissent les gros écrans Cintiq, alors pas de la petite tablette que tu as sur ton truc, mais vraiment le premier qu'ils avaient fait à l'époque où il n'y avait pas encore d'écran touchable, je pense. C'était un gros écran de 27 pouces ou 30 et quelques, je ne sais plus, qui était un Cintiq, donc on pouvait dessiner sur l'écran directement, donc un peu comme un iPad mais géant. Où il y avait, on avait Windows qui était branché dessus, c'était un ordinateur écran. Et sachant que, voilà, je pense que c'était à l'époque, c'était le top du rêve pour tout architecte, tout dessinateur. Vraiment, j'ai même un architecte qui me l'avait racheté, un mec qui avait sa boîte, qui faisait de la 3D, de l'architecture, qui avait une boîte d'architecture, etc. Le mec est venu chez moi pour l'acheter, j'avais méga honte, parce que quand il m'a dit, oh, tu t'en servais pour quoi? Ouais, comme ça, pour du dessin et tout. Je pense que s'il avait vu mes dessins, je pense qu'il aurait sauté par la fenêtre, parce que j'ai le niveau à peu près d'un élève de maternelle, et encore, je serais pas le meilleur de la classe. Voilà. Donc voilà, j'adore acheter des conneries, j'adore me faire plaisir, et puis je kiffe, voilà. Et cette année, j'ai déjà refréné pas mal d'achats, hein. Il y avait le X100VI, ou le X106 si tu préfères, de Fuji. Bon, ça c'est Fuji qui m'a freiné vu qu'il est pas dispo du tout. Mais alors pas du tout chez nous, je vous ai déjà raconté que c'était un peu une honte que... Alors il est pas dispo nulle part, mais au Japon on s'est vraiment fait enculer, comme à chaque fois avec Fuji, hein. On passe vraiment après derrière, ils en ont rien à foutre des consommateurs japonais, alors que c'est une boîte japonaise, c'est quand même un peu triste. Mais bon, du coup ça m'a fait économiser, hein. J'ai pas dépensé là-dessus. J'avais voulu prendre un vélo de hipster aussi, vous le savez, je vous en avais parlé, mais je me suis freiné comme un grand parce que mes économies sont pas au beau fixe, donc je me dis bon, faut pas faire n'importe quoi. Et puis là maintenant, c'est mon ordi qui se pointe un peu, car oui, j'ai eu la malchance d'acheter mon Mac avant les M1, les fameux M1 pour ceux qui connaissent. J'avais pas le choix, je suis donc sur un beau vieux gros Intel, bien boosté, hein, qui a beaucoup de RAM, mais qui galère sa maman pour faire du montage vidéo, et je perds un temps fou à vouloir faire mes nouvelles vidéos, hein. Je vous passe le fait qu'il est en PLS l'été aussi, hein, et pas que, hein, que je peux brûler quelqu'un au 3e degré juste en lui mettant mon portable sur la tête, parce que là, vous l'entendez peut-être pas quand j'enregistre, mais là, juste par exemple, il n'y a rien qui tourne, hein. Il y a juste GarageBand, qui est le logiciel que j'utilise, qui est un logiciel qui est pas très consommateur, un micro branché, et là, il est en mode il fait chaud, je vais mourir, voilà, donc il fait un bruit d'enfer, ce qui n'est plus du tout le cas des nouveaux Mac. Bon, après, moi je m'accommodais du bruit et de la chaleur, hein. Bon, j'essayais de pas me brûler les poils, mais c'est le seul truc que je faisais. Mais là, j'avoue que j'aurais bien besoin quand même de renouveler mon MacBook, mais parce que je peux pas monter là, vraiment pour le montage c'est vraiment une horreur, vous vous en doutez, vous voyez pas ce que je fais, mais ça me prend un temps fou pour faire un truc que je pourrais prendre en 1 minute, ça va me prendre 3 jours, et j'en rajoute pas vraiment. J'ai même failli pas sortir la dernière vidéo parce que c'était très compliqué, je pouvais pas en fait, donc j'ai dû vraiment tout découper en tout petits morceaux, à essayer de faire des rendus. Pendant 3 heures, à chaque fois, j'essayais de rendre chaque morceau pour enfin réussir à avoir un morceau qui marchait, qui était propre. Bref, c'est vraiment c'est limite décourageant, voilà, de faire ça. Et du coup, il faudrait vraiment que je m'achète un nouveau Mac. Mais bon, encore une fois, les économies, c'est pas le bon moment. Mais j'aimerais bien renouveler du coup mon MacBook. Et puis avec la nouvelle annonce des puces M4, je me suis dit que ça valait pas le coup de le renouveler maintenant. Il fallait peut-être mieux attendre l'année prochaine pour ça. Mais en attendant, ça résout pas mes problèmes. Voilà. Du coup, je lance sur l'iPad Pro pour pouvoir monter mes vidéos plus sereinement. Même si l'iPad est limité, que je pourrais pas faire tout ce que je veux, mais au moins je pourrais faire le maximum. Enfin, je pourrais faire le minimum, on va dire, et faire a priori à peu près correct, ce sera pas l'idéal, mais ça devrait marcher. Je pourrais en plus travailler dans les cafés, et chose impossible actuellement avec ma batterie, hein, parce que mon MacBook tient à peine 30 minutes sur des crochetages, du genre Photoshop ou montage, donc je peux pas amener mon MacBook et travailler dans un café et faire du montage, ce n'est impossible. Mais bref, l'iPad ça coûte un bras, donc j'hésite forcément à investir dès maintenant, alors que je suis censé faire des économies et que ma situation n'est pas encore claire là-dessus, hein, voilà. Même si ça devrait, encore une fois, aller beaucoup mieux, comme je vous le disais, en fin d'année. En attendant, sachez que les vidéos que vous pouvez voir sur ma nouvelle chaîne YouTube, je suis vraiment sang et eau pour les sortir, hein. Entre les glitches visuels qui font que c'est une horreur et que c'est vraiment très compliqué, les drops d'images, enfin...
On peut pas vraiment appeler ça de drop d'images, mais plutôt des drops de plans à ce niveau-là. Hein. C'est pas des images que je drop. Le fait de ne pas pouvoir enregistrer de l'audio en regardant la vidéo, donc toutes les audios que vous entendez, bah, je suis obligé de les enregistrer en dehors et après d'essayer de les recaler sur les images, alors que bah, techniquement je pourrais faire ça directement dans le logiciel, regarder la vidéo et puis parler par-dessus le son pour essayer d'être le mieux calé, enfin avec l'image pour être le mieux calé, mais non, donc c'est vraiment juste une horreur sans fond. Mais la bonne nouvelle qui est liée un peu à tout ça, c'est que ma copine a peut-être trouvé un boulot. Elle a passé un entretien pour une boutique dans un mall de Kyoto. Je croise les doigts, puis j'espère que ça sera un long terme hein, cette fois. Ça soulagera quand même un petit peu mes économies pour la suite. Puis après, en plus, une fois que je serai marié et freelance, mais ça, il faut encore un petit peu de temps, ça sera pas à la fin de l'année, je pense, bah, ça rajoutera une couche et à partir de là, ouais, je pourrais respirer un petit peu. Et je vous parlais de vidéo, et pour info, bah, la nouvelle vidéo, si tout va bien, mais je dois avouer que je suis méga en retard en ce moment, devra être publiée, je pense, première semaine de mai, ou alors après la première semaine de mai. Et on parlera de coffee shop, de pourquoi j'aime tant vous saouler avec les coffee shops, même si vous le savez maintenant à force, avec encore une fois des belles images du Japon, des belles images de coffee shop. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie. Puis je vais commencer à faire des shorts aussi pour vous présenter rapidement des lieux de mon quotidien. Parce que quand j'ai commencé à faire cette vidéo sur les coffee shops, je m'étais dit ah ouais mais j'aurais bien aimé vous présenter aussi un peu les coffee shops, mais ça va être un peu chiant, ça va être un peu une vidéo genre allez balade-toi avec moi puis je te parle d'un coffee shop puis d'un autre coffee shop. Puis après je m'étais dit ok, je pourrais peut-être les découper, c'est-à-dire les découper par parcelle, et puis faire ce que je fais, c'est-à-dire présenter un quartier et présenter 3 cafés dans le quartier. Et au début, j'avais commencé comme ça, puis après, je me suis dit, ouais, mais c'est chiant parce que c'est quand même du boulot, alors que je pourrais faire juste des petits shorts sympas pour présenter vraiment des lieux, puis pas que des cafés, hein, ça peut être aussi des lieux et autres. Et je me suis dit, si je fais des shorts et tout là-dessus, bah, cette vidéo, elle a pas trop de sens, parce que moi, mon but, c'était aussi de vous montrer, pas de vous présenter des cafés, mais de vous dire pourquoi j'aime les coffee shops et pourquoi j'aime cette ambiance que je trouve en plus un peu liée au Japon. Donc je me suis dit, ouais, ça le fait pas, mais il faut que je prenne le temps d'aller filmer plein de cafés et tout, etc. Donc un peu compliqué, mais finalement, j'ai décidé de faire une grosse vidéo de 10 minutes, sûrement dans ces eaux-là, qui va pas présenter les cafés, mais qui va présenter pourquoi j'aime les coffee shops. Bien sûr, il y aura plein d'images de cafés, mais ça va pas vous présenter en me disant, ah, tel café c'est ça, tel café il est bien pour ça, etc. Mais par contre, je vais faire des shorts en parallèle qui seront là sur YouTube. Peut-être que je les posterai sur les autres réseaux sociaux après, mais la priorité sera YouTube, bah, pour faire connaître un peu la chaîne YouTube et puis pour que vous vous abonniez dessus, bande de saligots, voilà, parce que j'aimerais bien que ça continue de monter un petit peu cette chaîne YouTube. Et donc voilà, il y aura des petits shorts qui vous présentera bah, voilà, tel et tel café, tel et tel... Puis ça peut être pas que des cafés, je pense que pour commencer ce sera des cafés, parce que bah, du coup c'est un peu la thématique de la prochaine vidéo. Mais peut-être parfois je vous présenterai des petites villes, des petits lieux, un petit resto, un endroit que j'aime bien, voilà. Faire des trucs un peu travaillés, ce sera beaucoup moins cinématique, mais ce sera un petit peu travaillé, puis des trucs de moins d'une minute à chaque fois. Comme ça au moins ça me permet de faire quelque chose pas trop long, puis surtout de mettre un peu de vie sur cette chaîne YouTube et pas d'attendre juste une fois par mois d'avoir une nouvelle vidéo. Mais bon, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à suivre la nouvelle chaîne d'Andy Kitsune, vous le savez. Moi, ça me fait plaisir, ça donne de la force à la chaîne, et puis en plus, je pense que les vidéos devraient vous plaire, vu les très bons commentaires. Vraiment, les commentaires, je n'avais pas eu d'aussi bons commentaires, par exemple, pour mon podcast, hein, même si j'ai eu des très bons commentaires. Mais là, les vidéos, les commentaires font vraiment chaud au cœur. Ça motive pour faire la suite, même si mon ordinateur ne me motive pas beaucoup. Voilà. Et donc, c'était un petit peu de promo, car vous le savez, c'est la répétition qui marche, malheureusement. Je vais être obligé de faire ça et de vous faire chier avec ça. Je suis désolé. Sinon, bah, ce week-end là où j'enregistre, on est dimanche, ce podcast sortira exactement dans 2 semaines, parce qu'il y a le podcast de cette semaine là qui arrive, donc je prends de l'avance, voilà, c'est bien. Je me suis fait, pour vous raconter du 3615 ma vie encore, un bon combo tranquille de vie japonaise que j'avais envie de partager avec vous. Il y a un grand parc dans le centre de Kyoto, il y a le palais impérial, qui est pas le parc le plus cool de la galaxie, mais qui est quand même un parc quand même assez agréable, parce qu'il est très large, voilà. Il est en plein centre-ville, il doit être à peu près à 30 minutes à pied de chez moi. Donc j'ai préparé des sandwichs, ma copine est devenue super fan de mes sandwichs au passage, qui sont très basiques aussi au passage, mais bon, il n'y a pas de petit plaisir. Puis on a fait un stop dans une boulangerie que j'ai découvert dans une émission de télé, qui fait genre du... Alors, leur spécialité, c'est un genre de... C'est pas une madeleine, mais c'est la forme d'une madeleine, mais c'est d'une coquille Saint-Jacques, les premières madeleines originales. Parce qu'avant, les madeleines n'avaient pas la forme qu'on les connaît. Elles avaient une forme de coquille Saint-Jacques. Et c'est pas du tout marré, parce que c'est plus mochi-mochi comme goût. Mais à l'intérieur, il y a de la crème pâtissière qui est vraiment à tomber. Elle est vraiment très bonne, la crème pâtissière. Et du coup, bah, on est devenu un peu fan de ça. Donc on en a pris un chacun. Et puis ils font pas que ça, ils font aussi des hot dogs. Alors des tout petits hot dogs dans des baguettes, hein, c'est vraiment les formes japonaises. Hein, on s'attendait pas à un truc très grand. Mais pareil, on a mangé, c'était très très bon. Là, le hot dog dans la baguette, là, la saucisse était vraiment très bonne. Il y a des croissants, des chaussons aux pommes, des donuts. Bref, il y a vraiment un peu de tout. Il y a à boire et à manger, surtout à manger du coup. Et étrangement, la boulangerie donc, qui était passée à la télé, malgré son passage à la télé, n'a pas été pris d'assaut. Moi, c'est la 2e fois que j'y vais. Franchement, bah, il n'y a pas trop de monde. Et puis, c'est une très très bonne adresse et c'est à moins de 10 minutes de chez moi. Donc, honnêtement, je pense que je vais y retourner de temps en temps pour m'acheter, me faire un petit peu plaisir, surtout avec leur petite
C'est pas une madeleine, hein, mais c'est à la forme de coquille Saint-Jacques avec de la crème pâtissière. C'est vraiment très très bon. Hein. C'est vraiment une tuerie ce truc-là. Puis de toute façon, c'est leur spécialité, ils sont connus pour ça. Il y a même un panneau qui dit pas plus de 5 par personne. Donc c'est qu'ils ont dû se faire envahir. Alors je pense que leur passage télé devait être une télé un peu à la rebours. Je pense qu'ils ont déjà eu leur succès dans plusieurs émissions et puis sur Instagram et compagnie, parce que bon, j'ai l'impression que c'était déjà un endroit connu, donc c'est peut-être un endroit moins à la mode maintenant, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de monde. En tout cas, que c'est pas pris d'assaut, voilà, parce que là, j'y suis à chaque fois, j'y suis allé le week-end et c'est jamais pris d'assaut. Puis surtout, ils ont du stock. À chaque fois, j'y suis allé, genre en début d'après-midi ou entre midi et deux. Et au Japon, souvent, une boulangerie, si elle est un peu connue, comme je vous l'ai déjà dit, à partir de 11h, il n'y a plus rien. Le stock, il est fini, quoi. Ou alors, il vous reste les restes, quoi. Là, ils ont du stock. Donc, ça fait plaisir. Ils continuent à produire dans la journée. Ils n'ont pas fait ça, genre, la veille. On sent qu'il y a un peu d'industrie, enfin, industriel. C'est fait à la main, mais c'est pas Juichi et Samegumi qui travaillent. Et puis, donc, du coup, qui n'ont pas trop le temps et qui peuvent pas être à la caisse et faire la bouffe. Donc, du coup, qui font ça le matin ou le soir. Et puis après, bon, bah, voilà, on a les stocks, c'est vendu, puis on fait pas plus, quoi. Donc, du coup, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, bah, du coup, c'était fort agréable parce que bah, j'aime bien manger là-dedans. Je vous partagerai sûrement l'adresse sur Patreon pour les abonnés dans pas longtemps. Ensuite, on a fait notre... Bon, ça sera peut-être déjà partagé, parce que vu que j'enregistre à l'avance, je ne sais pas, j'ai pas un calendrier bien défini, donc peut-être que vous aurez déjà cette adresse. Et puis ensuite, on allait faire notre petit pique-nique, hein, comme je vous dis, hein, c'est à 10 minutes environ de chez moi, la boulangerie, puis après on a dû marcher une quinzaine de minutes, je pense que ouais, ça doit être 25-30 minutes à mon avis, le parc. Donc on a fait notre petit pique-nique sous l'ombre des arbres. Tiens, au passage, un truc très con aussi, mais quand vous faites des pique-niques ou que vous faites des petites pauses au Japon, vous allez acheter une boisson au combini. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a pris une boisson au combini, on a pris chacun notre boisson. Et puis, il fait chaud, donc la boisson, elle peut vite devenir tiédasse, même si elle sort du frigo. Mais un truc que vous pouvez faire aussi, vous pouvez acheter des glaçons au combini et ils vendent des genres de packs. Imaginez, c'est un gobelet avec des glaçons dedans. Puis c'est fait pour ça en fait. Donc vous pouvez acheter votre gobelet de glaçons que vous pouvez même après utiliser pour faire du ice coffee, etc. dans le combini. Mais là, vous pouvez acheter votre boisson, votre pack de glaçons. Puis quand vous arrivez dans votre pique-nique, hop, vous versez votre boisson dans ce petit gobelet qui est plein de glaçons. Il y a même le truc pour boire, ils ont prévu tout. Il y a le trou, il y a le truc pour la paille, si tu veux rajouter une paille. Enfin, voilà, c'est vraiment fait exprès. Et du coup, tu peux passer tout ton après-midi avec une boisson fraîche, parce que tu as des gros glaçons dans ton verre. Et du coup, même s'il fait chaud, c'est con, mais c'est encore une fois le côté pratique des Japonais. Et ça, c'est très pratique quand tu te bois ton petit, j'en ai jamais parlé, c'est des petits trucs comme ça auxquels tu penses pas forcément, que tu fais, que tu penses pas, mais là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, on l'a fait hier pour le pique-nique, je vais vous passer cette petite astuce. Donc voilà, on a fait notre pique-nique sous l'ombre des arbres, c'était hyper agréable, il faisait frais sous les arbres, on avait tout notre petit attirail, etc. Vous savez, les Japonais sont toujours bien préparés, il y avait même des gens avec les tentes. Au Japon, quand on fait un pique-nique, souvent les gens ont des tentes, ouais, oui, c'est comme ça. Mais là, dans ce parc, on n'a pas le droit aux tentes, donc il y a un petit vieux qui est passé avec son vélo, puis qui a dit, hop, t'enlèves ta tente aux petites Megumi qui étaient là avec leurs enfants. Mais par contre, tu peux quand même manger, te faire un pique-nique. On a joué au badminton. Bon, après, j'avoue, je suis pas très balèze en badminton. Puis ma copine, au bout de 10 minutes, elle en peut plus. Donc, du coup, c'est juste pour le fun. C'est marrant, on rigole, ça lui fait plaisir. Et puis moi, je suis content de lui faire plaisir. Mais du coup, je me suis baladé toute la journée avec mes petites raquettes de badminton. Ce que j'aime bien. Parce que vu que je me balade aussi avec un gros sac à dos quand on fait un pique-nique, et là, ça fait très touriste avec mon short et ma casquette. Au moins, avec ma raquette de badminton, les gens se disent, ah, c'est bizarre, lui, un touriste, il a des raquettes de badminton. Peut-être pas un touriste. Vous savez, j'aime pas être pris pour un touriste, surtout à Kyoto. Donc voilà, je suis content de me balader très fièrement et je montre, regardez, j'ai des badminton, je suis un local. Voilà, c'est débile, je le sais, mais bon, c'est comme ça. Et puis après, du coup, après ce petit pique-nique, on s'est fait un petit café, ça faisait longtemps que j'étais pas allé. Puis ça faisait plaisir parce que le proprio est vraiment très sympathique, puis ils ont du fuglen, en plus, ils servent du fuglen en café, donc un bon gars, comme on dit. Et j'ai cru que j'allais devoir faire l'impasse, parce que quand je suis passé devant, ça avait l'air vraiment full, son café est pas très grand, il y a quoi peut-être 10 places, à tout casser, mais en mode serré. Mais finalement, il y avait 2 places de planqué à l'arrière. Puis quand je suis repassé devant, en fait, je suis passé une première fois devant, puis j'ai vu que c'était plein. Puis on s'est pas arrêté, j'ai juste regardé comme ça, je fais Puis il me semblait avoir vu quelqu'un rentrer ou sortir, je savais pas. Parce que ma copine s'est arrêtée à un moment donné pour regarder, parce qu'elle avait repéré qu'il y avait peut-être un Matsuri dans le quartier. Donc elle regardait sur son téléphone, puis du coup, je dis à ma copine, ça te dit pas quand même qu'on repasse devant, là, juste pour voir. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est passé, j'avais vraiment envie de me faire un petit café, puis ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans ce café. Donc on est repassé devant, qui était juste, c'était à 2 minutes, on est juste revenu sur nos pas. Puis là le mec m'a vu en train de regarder, du coup il m'a fait papa, puis il est venu me voir en me disant je veux faire de l'argent, viens chez moi. Alors, de façon plus gentille, mais je pense qu'il se doutait que je regardais et que je voyais qu'il n'y avait pas de place, donc il me fait non, il y a de la place à l'arrière si vous voulez. C'est un peu spécial, il faudra que je vous parle de ce café, mais petit spoiler alert, il sera dans la vidéo. Donc vous pourrez le voir un peu en quoi il se fait. Parce que là en ce moment, dès que je me fais un café, je filme, vous vous en doutez. Donc pour cette vidéo là, et j'en ai encore à faire, j'ai pas fini de tout filmer. Mais voilà, donc du coup on s'est installé là-bas, c'était sympa, j'ai pu me boire mon petit café, j'étais content, mon petit café de Fuglen en plus, je me suis pris un petit filtre, ça faisait plaisir. Et du coup,
Bah, j'en ai déjà parlé de ce coffee shop dans un vieux coffee shop tour, il s'appelle Common, et franchement c'est une très bonne adresse. Il y a beaucoup de cafés dans le quartier même, je suis en train de me dire maintenant, il y a de plus en plus de cafés qui ont ouvert dans ce quartier-là. Mais le truc marrant c'est qu'on s'installe donc dans cette petite alcôve derrière, puis il y a 3 Japonais qui étaient là, qui se lèvent de leur place, juste à côté de nous, puis il y a une fille un peu grande, et tout, etc., fine, etc., très grande, et qui commence à me parler, alors, un peu genre, une merde, qu'est-ce qui se passe, en me disant, mais on se connaît, non, ta tête me dit quelque chose. J'avoue que moi aussi, sa tête me disait quelque chose, mais j'étais pas totalement sûr. À première vue, quand je suis arrivé, je l'avais même pas vu, mais c'est quand elle m'a un peu alpagué où je me suis dit, tiens, déjà je me suis dit, tiens, pourquoi elle m'alpague. Bon, je sais que tous les Japonais m'adorent, mais quand même. Mais du coup, je me dis, moi aussi, sa tête se dit quelque chose, et je me dis, il me semble que c'est une barista de Kurasu, mais je suis pas sûr. Et qui travaille depuis longtemps là-bas. Et en fait, oui, elle me dit, ah bah oui, je t'ai vu à Kurasu et tout. Je fais, ah oui, c'est moi, effectivement, je pense qu'on s'est déjà vu là-bas. Et je l'ai déjà croisé quelques fois, que ce soit celui de la gare ou celui d'Ebisugawa que je préfère. Celui de la gare est un peu trop gaijinoisé pour moi. Hein. C'est vraiment, c'est Gaijinland à celui de la gare, puis il est tout petit, donc c'est pas, même quand il n'était pas gaijinoisé à l'époque, il est vraiment petit, il n'est pas forcément très agréable. Il est bien pour se faire un café to go, on va dire, avant de partir quelque part et prendre le train. Mais sinon, c'est pas un café cool pour se poser. Et honnêtement, je suis pas un client régulier de Kurasu, hein, donc j'étais quand même surpris qu'elle se rappelle de moi, puis qu'elle calcule ma tête. Ça fait franchement un bail que je suis pas allé, je pense que ça se compte en plusieurs mois. Et je pense que je dois vraiment être fiché finalement en client mystère hein, dans les coffee shops. Les Japonais doivent se demander, et même de temps en temps, je pense qu'il y en a qui parlent de moi. Qui est ce gaijin qui traîne tout le temps dans les cafés, qui a pas l'air de bosser et qui doit être entier. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Donc c'était marrant, hein, même si comme d'hab la conversation fut très courte, vu que mon japonais est niveau 0 malheureusement. Et puis je pense que je vous en avais déjà parlé, mais il m'est déjà arrivé une fois dans un coffee shop, mais ça c'était en 2019, hein, donc ça remonte, d'être dans un café, un de mes cafés préférés qui s'appelle Goodman, qui est maintenant à côté de chez moi. À l'époque il était pas très loin de chez moi, mais maintenant il est vraiment juste à côté. Et puis il venait d'ouvrir, hein, ça faisait pas très longtemps, donc moi j'étais un régulier de Goodman, j'aimais beaucoup l'endroit, puis il était beaucoup moins prisé que maintenant, où maintenant il y a beaucoup de touristes malheureusement. Mais donc je me posais souvent, etc. J'ai préparé mon voyage en Corée là-bas à l'époque, etc. Et un jour, je vois un mec qui commence à parler avec le propriétaire de Goodman, puis je vois qu'il parle de moi, voilà, qu'il est en train de me montrer, puis qu'il dit ouais, c'est qui ce type-là? C'est bizarre, je le vois partout, parce qu'effectivement, je vous dis, je traînais dans tous les cafés. Et ce mec-là, sa tête me disait quelque chose. Alors, du coup, je le prends en photo un peu discrètement et je demande à une pote, ma pote qui habite à Kyoto, puis qui connaît aussi un peu les cafés, etc. Je lui dis, tiens, tu le connais, lui? Sa tête me dit quelque chose, puis elle était là, elle fait, ah mais oui, il me dit quelque chose aussi. Ah mais j'arrive pas à resituer. Et au bout d'un moment, je me dis, ah putain, mais oui, c'était le propriétaire de Kurasu. Alors moi, j'étais pas un gros consommateur de Kurasu à l'époque, sachant qu'ils avaient que celui de la gare, je pense, à l'époque, et peut-être celui de Fushimi qui a fermé entre-temps. Et puis comme je vous l'ai dit, moi celui de la gare, j'y allais vraiment que de temps en temps, mais je pense qu'il m'avait vu traîner sur Instagram, sur les photos. Et je pense que voilà, j'ai déjà été... je pense qu'on a parlé de moi avec un mec qui vient tout le temps dans les cafés, etc., où il a dû me croiser 2-3 fois dans les cafés. Et du coup c'était marrant parce que je pense que je suis vraiment fiché, même si les mecs me connaissent pas vraiment, je suis fiché en disant mais qui est ce type là qui nous parle pas vraiment, parce que finalement je sympathise pas de ouf vu mon niveau de japonais, mais voilà, du coup je pense que je suis quelqu'un de très mystérieux pour un mec qui passe dans les cafés mais qui discute pas, qui socialise pas vraiment, mais qui est là dans tous les cafés à Kyoto, ou qu'on voit de temps en temps dans les stories de un tel ou un tel, ou qui suit aussi tous les gens, tous les baristas de Kyoto et les cafés de Kyoto. Donc je pense que je dois avoir une réputation très mystérieuse dans le milieu du café à Kyoto. Ça va être très drôle. Mais donc voilà, en repartant de ce petit café, la journée n'était pas finie, parce que comme je vous l'avais dit, ma copine avait vu un matsuri dans le centre de Kyoto, donc elle a fait ses petites recherches pendant qu'on était dans le café. Et elle, qui est pas trop demandeuse de balade, hein, là pour une fois, elle a vachement poussé pour qu'on y aille. Bah, du coup, j'étais content, parce que j'aime bien quand on fait des trucs qui lui fait envie, et puis voilà, lui faire plaisir, quoi. Et c'était franchement sympa, c'était un petit matsuri qui était vraiment dans le centre de Kyoto, mais un peu plus au nord, hein, pas dans le côté Shotengai central, mais juste après, le quartier au-dessus. Pas très loin justement de Ebisugawa et compagnie. Dans une rue qui était du coup totalement piétonne pour l'occasion, avec comme d'hab les stands, une procession de petits chars portés par des enfants, etc. Bref, une bonne journée tranquille à la japonaise, j'ai vraiment bien kiffé, ma petite journée douceur de vivre, comme vous savez que j'aime bien utiliser ce mot-là, c'était vraiment l'ambiance de la journée. Mais bon, on a fini avec le 3615 ma vie, on va aller dans le sujet influenceurs. Ces Français qui quittent le Japon, qui sont-ils? Qui sont ces parias qui font à la cause, à tous ces amoureux du Japon? N'ont-ils pas d'âme? Sont-ils secrètement au service du gouvernement chinois? Ont-ils voté Emmanuel Macron? Taubira démission? Restez bien à la fin du podcast. Nous listerons les noms de tous ces putains de saligots pour que vous alliez les harceler sur Twitter, sur leur Instagram.
Bon, bien sûr, non, vous me connaissez, hein, on va pas faire ça. Je vous enverrai la liste directement dans le mail, pas dans le podcast, la liste avec les noms. Non, bien sûr, c'est une blague, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très premier degré. On s'en fout, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va parler des Français, enfin des étrangers en général, même si, bon, la plupart que je connaisse sont des Français, les exemples que j'ai finalement sont tous Français, qui quittent le Japon. Alors que je sais que pour certains d'entre vous, hein, c'est sûrement impensable. C'est dans votre tête, c'est Japon, Naruto, le pays des rêves, le pays des bisounours, le pays des Megumi, des Juichi, des Sakura, des jolies japonaises princesses toutes gentilles, de Naruto One Piece, où on peut se balader en cosplay avec des cheveux violets et des cheveux bleus en étant adulé par tous les Japonais, parce qu'on est cool. Bon, vous le savez, le Japon, c'est pas ça, voilà. Même si oui, il y a plein de bons côtés au Japon, hein. C'est quand même un peu ça, bien sûr, bien entendu. Je vous l'ai déjà dit, hein, on a plein d'épisodes là-dessus, on parle du podcast, des bons côtés, des mauvais côtés. Et bien sûr, vous allez pouvoir vous balader en cosplay si vous le voulez. On vous jugera beaucoup moins, largement beaucoup moins qu'en France, en tout cas, d'un point de vue direct. On vous emmerdera pas. Voilà, vous ferez votre live et on vous emmerdera pas. Alors qu'en France, je pense que si vous baladez en cosplay, vous aurez des réflexions à voix haute et puis voilà, des débiles. Voilà. Bon, je pense que tu auras le droit à des trucs comme ça, c'est clair. Et que bah du coup vous pourrez pas vivre votre kiff à fond, voilà. Mais encore une fois, pensez pas que les Japonais vont vous trouver cool habillés en Lolita cosplay avec des cheveux violets et roses, en ayant des trucs un peu sexy où il va y avoir votre bite qui dépasse. Non, pour autant, pour beaucoup dans leur tête, il y en a qui doivent sortir un kimo. Genre vous êtes dégoûtant, voilà. Parce que bah, pour plein de gens, vous serez dégoûtant, et puis c'est normal, il y a plein de gens qui vous dégoûtent vous aussi. Le mec qui s'habille, qui se met des cheveux roses et machin, je pense que le mec qui s'habille en costume toute la journée, vous le trouvez dégoûtant. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Tant que vous vous faites plaisir et que vous embêtez pas les autres, bah c'est bien, c'est cool. Mais bon, voilà, si c'est votre kiff, hein, vous faites de mal à personne à kiffer, donc très bien, continuez comme ça. Juste gardez en tête que les gens vont pas vous aduler et les gens trouvent pas ça super. Et que même s'il y a un japonais en face de vous à vous dire « Ah, c'est trop mignon, j'adore », ça veut pas dire qu'il trouve que c'est mignon et qu'il adore. C'est juste que ici on dit pas ce qu'on pense et que tout est mignon, on adore tout, voilà. Tout est cool, on fait pas de vagues. Donc voilà. Donc sur le papier, oui, le Japon, ça apparaît super cool. Et pourtant, il y en a qui le trouvent pas si cool que ça, après y avoir vécu. Ou alors qui n'ont pas vraiment le choix finalement, et qui trouvent ça pas cool du coup, de pas avoir le choix. Ah oui, voilà. De rester au Japon, j'entends. Bref, le Japon, c'est pas cool. Enfin, pour eux, en tout cas. Voilà, on arrête là-dessus, je pense que l'épisode est terminé. Alors, on va quand même aller un petit peu plus loin. Mais comme je vous le disais hein, dans l'épisode précédent, en ce moment, moi je vois beaucoup de personnes autour de moi quitter le Japon. Est-ce que phénomène de mode ou juste statistique? Il faudrait vraiment que je fasse un truc zone interdite, zone interdite. Les prostituées au Japon, ces petits jeunes japonais qui se baladent sur leur mobilette, qui vendent de la drogue. Qui sont-ils? Où vont-ils? Que viennent-ils? D'où viennent-ils? Non, mais bref. Je sais pas encore une fois si c'est un phénomène ou si c'est juste voilà, c'est juste parce que je le remarque plus en ce moment. J'en sais rien du tout, mais chose marrante, du coup j'en ai discuté hein, avec un des concernés, quelqu'un qui va quitter le Japon, en tout cas potentiellement, il est encore le cul entre deux chaises, mais ça devrait, voilà, pour l'instant il sait pas encore, qui me disait que lui aussi justement il avait beaucoup de contacts qui étaient en instance de départ, puis lui aussi il me disait bah peut-être que je le remarque plus parce que ça me touche en ce moment, et que ça me touchait pas avant. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je ne dis pas que c'est le mood du moment pour autant, que tout le monde parle du Japon, c'est horrible, le Japon est devenu le pays que les... Non, vraiment. Alors par contre qu'il y ait beaucoup de touristes, oui, ça c'est vrai, beaucoup de gens, c'est devenu un spot touristique, mais pas que, hein. Je pense qu'il y a d'autres endroits qui sont très... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent beaucoup plus qu'avant, et le Japon, effectivement, bah, il y a plein de trucs, il y a le fait qu'il y a eu le Covid, il y a le fait que le yen voilà, se pète un peu la gueule, que du coup c'est hyper avantageux pour les gens pour venir au Japon, ça fait partie des destinations où tu te dis, ah bah tiens, ça va pas me coûter trop cher. Donc bah voilà, du coup effectivement, il y a beaucoup de, il y a tout qui, puis le Japon a toujours fait rêver, puis la pop culture japonaise aussi se démocratisant. Voilà, avant les mecs qui kiffaient Naruto, One Piece, je me moque, hein, mais j'en faisais partie. Hein, moi, Chevalier Zodiac, Dragon Ball, j'ai collectionné des figurines, donc quand je me fais des petites moqueries, je me moque gentiment, hein, parce que moi j'étais un geek otaku aussi. Je suis quelqu'un qui change de lubie, donc je dis j'étais parce que bah là j'ai plus de figurines chez moi. Mais alors demain, peut-être que ça va me reprendre et que je vais acheter 75 000 figurines hein, d'animés et tout, etc. Je regarde encore des animés de temps en temps, léger parce que j'ai pas trop le temps, puis que c'est tout en japonais donc ça me saoule. Mais j'achète encore des mangas de temps en temps aussi. Enfin voilà, je me moque de vous, mais encore une fois, faites votre kiff, c'est le principal. Kiffez ce que vous faites, vous en foutez de la vie des autres. Faites-le pour vous, pas pour les autres. Mais bon, voilà. En voyant tout ça, je me suis dit que ça pouvait faire un bon sujet de podcast. Et du coup, pour expliquer, en tout cas tenter d'expliquer un peu pourquoi ces gens partent, encore une fois, hein,
Prenez pas ce que je dis, prenez avec des pincettes. C'est juste, j'ai pas fait une étude, je suis pas allé faire des interviews de chaque personne, j'ai pas fait des statistiques. Je vous parle juste de ce que je vois autour de moi. Hein, voilà. La prenez pas comme certains youtubeurs qui vont dire c'est comme ça, le Japon, le machin. Non, moi j'en sais rien. Je vous explique juste ce que je vis, les retours que j'ai à côté de moi, ce qu'on m'a parlé, comme je parlerais d'un pote. Mais encore une fois, hein, c'est pas la vérité vraie, c'est juste ma vérité du moment, de ce que j'entends. Et voilà, donc prenez avec des pincettes, renseignez-vous avec d'autres trucs, gardez cette info, recoupez-la avec d'autres, puis faites-vous une idée après plus tard. Vous la mettez à la poubelle parce que vous trouvez que bon non, ça a l'air quand même assez con ce que je raconte. Toujours mettre des pincettes, voilà, c'est important. Bon, là je vais vous donner des exemples de ce qui se passe, puis des gens que j'ai entendus en ce moment. L'un des plus classiques, je pense, hein, même si c'est le classique du Japon, c'est à cause du travail. Je vous l'ai dit, travailler pour une boîte japonaise ou même internationale au Japon, bah, m'a jamais trop tenté personnellement, hein, sachant que je suis un peu une tête de con, il faut l'avouer, un peu rebelle dans l'âme, voilà. Alors, je suis pas Lorenzo Lamas pour ceux qui connaissent, j'ai pas ses cheveux, vu que j'ai plus de cheveux, mais je pourrais avoir une belle moto et les cheveux, me mettre une moumoute du coup pour avoir les cheveux au vent. Moi je pense que dans une entreprise japonaise, je râlerais à longueur de journée, hein, je serais putain mais c'est de la merde, mais pourquoi tu fais de ça, mais c'est tellement débile, voilà. Je pense que j'arrêterai pas de faire ça. Dans une boîte un peu trop japonaise dans l'état d'esprit, je dis pas que japonais, parce qu'il y a beaucoup de boîtes internationales qui sont internationales, hein, mais qui ont gardé l'esprit japonais, parce que bah, la plupart des employés sont japonais. Donc du coup, bah, l'état d'esprit il est là, puis de toute façon, si vous faites du business au Japon, vous pouvez pas arriver avec vos gros sabots en disant « Hey, I'm American ». Non, vous n'allez pas travailler comme vous avez envie. Hein. Va falloir s'adapter à vos partenaires, et vos partenaires, ils seront japonais. Donc il faudra travailler comme des japonais. En tout cas, ça va être difficile de faire un mix entre les deux. Je suppose, je pense qu'il y en a qui arrivent, mais ça doit pas être si simple. Puis même d'avoir des employés japonais, je pense que ça doit un peu les perturber quand tu dois leur dire bah, c'est toi qui vas choisir la couleur de stylo, Juichi. Ah mais non, mais moi, mon travail, c'est d'appuyer sur la touche V. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, bon, je pense qu'on se moque, hein, mais à mon avis, il y en a qui doivent être un peu dans cette ambiance-là. Ça doit arriver. On se moque, mais je pense que ça doit arriver. Bref, quand je vois déjà les questions qu'ils posent à ma Megumi quand elle est en entretien, genre en France, on serait déjà dans les rues en train. Je pense que ce qu'elle a vécu, je pense que tout le monde serait dans la rue en train de pas content, pas content. Par exemple, parce que la question qu'on lui pose régulièrement, c'est est-ce que vous avez prévu de faire un enfant bientôt? Bah oui, ici c'est courant a priori, hein, on met pas de pincettes. Alors je sais qu'en France ça peut arriver aussi, hein, mais ici c'est genre ouais, c'est normal quoi. On lui a même demandé l'autre jour si c'était une menteuse. Voilà. Entretien. Imaginez vous êtes en entretien puis on vous dit est-ce que tu as déjà menti dans ta vie? Est-ce que tu es une menteuse? Ta gueule, enfin, et toi tu veux mon poing dans la gueule, tu vois, est-ce que tu t'es déjà battu? Non, parce que si tu t'es jamais battu, tu vas voir, ça va te faire bizarre. Alors, bref, moi c'est le genre de questions, les questions cons et les entretiens, moi je suis du genre à répondre assez cash. Encore une fois, je vous dis, au Japon, j'aurais du mal à trouver un boulot, je pense. Ça m'est déjà arrivé de répondre des trucs très très cons à des questions très cons, voilà, parce que bah, moi quand je trouve une question con, je le fais savoir et je le réponds de façon con. Mais bref. Donc on lui a demandé si elle avait déjà menti dans sa vie. Bah t'as envie de dire oui, forcément. On a tous menti une fois dans sa vie, hein, me dites pas le contraire. Vous avez déjà menti une fois parce que vous vouliez pas voir votre copain Jean-Loup, parce qu'on devait se faire un foot, on avait promis à Jean-Loup il y a 15 jours en disant qu'on allait se faire un foot, puis là on a pas envie, on a la flemme, donc on va dire ah Jean-Loup j'ai mal au crâne, voilà, alors que t'es juste en train de glander devant Games of Thrones. Voilà, bah c'est un mensonge, voilà, c'est pas bien. On fait même des mensonges à soi-même hein, régulièrement, bref, oui, tout le monde a menti déjà une fois, donc la question, est-ce que t'as déjà menti? Non. Si je te réponds non, oui, je suis en train de te mentir, là. Je prends ça périllerie. Bref, le boulot au Japon souvent est cause de divorce avec le Japon, hein, j'entends, avec le côté donc je kiffe le Japon, voilà. Là j'ai parlé il y a pas longtemps à un type qui vivait sur Kyoto et qui est rentré il y a quelques jours là. Du Japon. Il vivait ici depuis pas mal d'années, de ce que j'avais compris. Il est assez jeune, hein, je crois. Et il était game designer. Le rêve de beaucoup. Hein. Ouais, j'ai travaillé dans les jeux vidéo au Japon. Waouh, le rêve, le rêve. Où je vais être animateur de manga au Japon. Le rêve, le rêve. Bon, bah, parler un petit peu avec des game designers au Japon. Parler un peu avec des mecs qui font des mangas au Japon. Voilà. Vous devriez. En tout cas, si c'est votre rêve. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis pas que vous allez pas pouvoir le faire. Je dis pas que même vous allez peut-être kiffer cette ambiance. Mais c'est très spécial. Je pense que vous devriez vraiment discuter et vous renseigner, parce que vous risquez de vous prendre un bon sidekick dans la gueule après avoir travaillé au Japon dans ces domaines-là, hein, je pense. Vous allez vite comprendre que la paye, elle sera pas là, que vous allez faire des heures de malade mental pour pas de reconnaissance hein, derrière. Hein. Alors si votre reconnaissance c'est juste il y a mon générique dans Naruto, vous serez content, hein, c'est sûr. Mais derrière, je sais pas si ça vaut vraiment tout l'effort que vous allez faire, et si surtout, sur du long terme, c'est très rentable pour une belle vie. Mais encore une fois, après on est tous différents, peut-être que vous allez trouver, vous, des choses positives là-dedans, et puis que ça vous suffira, voilà, puis que les choses négatives seront pas si négatives que ça pour vous. Encore une fois, on est tous différents, donc je vous dis pas non plus de pas le faire, mais juste renseignez-vous.
Parce que c'est pas si sur le papier, voilà, j'ai travaillé pour les jeux vidéo, ça fait rêver, mais en vrai, c'est pas la même ambiance. C'est pas t'es en train de jouer à un jeu vidéo, c'est pas la même chose. Mais bref, il était là depuis pas mal d'années, donc comme je vous le dis, hein, donc le rêve, un designer de jeux vidéo, pour beaucoup je pense. Bon bah pour lui c'est plus vraiment un rêve hein, d'être game designer au Japon, clairement. Il aime toujours la vie au Japon, ça il dit pas le contraire, mais le boulot au Japon il peut plus. Voilà, il a dit que les conditions étaient vraiment merdiques, et mine de rien, bah, on y passe du temps au travail, hein, plus qu'aux maisons, plus qu'à la maison, plus qu'aux maisons. Bah, moi je risque pas d'être prof de français au Japon, ou alors ça serait vraiment une vieille arnaque, donc plus qu'à la maison. Ou à kiffer tout simplement le Japon, voilà, à kiffer la vie japonaise. Parce que du coup, le boulot, ça vous prend 8, 9 heures, 10 heures dans la journée, quoi. Donc, voilà, sur une journée de 24 heures, vous allez dormir 6 heures ou 8 heures, ça commence à... Puis la douche, la bouffe, bon, bah, il vous reste plus tant de temps que ça pour vous, hein. Bah, du coup, ça fait du sens hein, de se dire que si le boulot se passe mal, ça vaut pas le coup de rester, clairement. Il aimerait revenir hein, au Japon, hein, vraiment. Il adore sa vie au Japon, hein, c'était vraiment son rêve, et puis il a kiffé la vie au Japon. Mais il veut pas revenir pour travailler au Japon. Voilà, il veut pas travailler avec une boîte japonaise. Mais en montant sa boîte, c'est un de ses projets, mais il sait pas encore s'il va en avoir l'opportunité, il va voir. Mais il a dit plus jamais rebosser pour une boîte japonaise en tout cas. Et c'est ce cas-là qu'on entend quand même assez souvent de gens qui veulent plus travailler pour des boîtes japonaises. Après, attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. On remet des guillemets encore. Certains travaillent dans des boîtes japonaises et tout se passe bien, ou s'en accommodent sans problème. Mais je pense que c'est sûrement l'un des motifs numéro 1 pour abandonner sa vie au Japon. Puis c'est souvent un motif assez classique aussi pour abandonner parce que le mode de travail est différent dans certains pays. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui vont au Canada, qui ont du mal, parce que quand vous allez au Canada, il faut vous repartir de zéro souvent. C'est-à-dire que même si vous avez des diplômes, même si vous aviez une position, bah, au Canada, il faut faire ses preuves. Donc vous allez commencer, puis vous arrivez en disant ah, « je suis chef de projet, je suis chef... » Hop, 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 hop. Michel, tu vas recommencer au début hein, du truc, tu vas prouver, et après tu seras chef de projet. C'est pas parce que tu as été chef de projet pendant 10 ans en France ou que tu as tes diplômes que tu vas faire quelque chose. Alors qu'en France, je sors d'une grande école, mais tu sais rien faire. Ouais, mais c'est pas grave, je sors d'une grande école, alors on va te filer un bon boulot. Bon, voilà, ça marche comme ça, alors que le mec sait souvent rien faire, hein, parce qu'autrement, ce qu'on apprend à l'école et la vraie vie, et la vie de travail est souvent très différente. En France, ça marche comme ça, c'est la méritocratie n'est pas vraiment là, c'est plus les diplômes qui vont faire que, voilà, si vous avez un bon diplôme, bah, vous aurez des bons travails, si vous n'avez pas un bon diplôme, bah, ça sera la galère pour avoir un bon travail, vous allez devoir galérer même si vous travaillez mieux. Alors que, apparemment, au Canada, c'est l'inverse, peut-être plus intelligent, mais du coup, quand vous recommencez, bah, faut recommencer de zéro, donc c'est un peu chiant quand on a commencé depuis longtemps, puis qu'on a bien bossé, puis qu'on se dit, bon, bah, ouais, enfin, devoir refaire ses preuves, c'est un peu relou. Encore une fois, après, c'est un choix. Donc, bon, voilà. Ça peut être souvent un motif de base pour abandonner sa vie au Japon. En tout cas, je pense que le travail, c'est vraiment celui qui est souvent la fracture, peut-être pour abandonner sa vie au Japon, mais aussi pour avoir un désamour un peu du Japon. Voilà, que l'amour qu'on avait pour le Japon à la base s'effrite un peu. J'en ai connu d'autres, hein. Il y en a une que je vous prends souvent en exemple, j'en ai parlé plein de fois, qui était super balèze, JLPT1, qui adorait le Japon. Japon, je parle super bien japonais, je suis tribilingue, voilà, c'était super. Puis au bout de 6 mois de travail au Japon, c'est affreux, ils sont méchants. Bah oui, c'est le Japon, ouais. C'est le Japon au boulot, effectivement, ils sont pas très sympas. Et genre, elle l'a pas vu venir. Alors, je sais pas comment elle a pas vu le venir, encore une fois, hein, parce que tout le monde le sait. Moi, je vous en parle, tout le monde en rabâche de ce truc-là, que travailler pour une entreprise japonaise, c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a des gens qui cherchent pas assez ou qui écoutent peut-être pas assez les conseils. Et bon, bah, du coup, maintenant, le Japon, bah, elle y vit plus. Hein. Alors que je pense que s'il n'y avait pas eu ce problème-là, elle vivrait au Japon, puis elle serait là en train de faire des trucs. Le Japon, c'est super, c'est la vie formidable. Bon, bah, maintenant, le Japon, elle aime toujours, mais jamais de la vie, elle voudra habiter au Japon. C'est fini. Il y en a une autre aussi que je connaissais, qui, elle, par contre, c'était pas la même chose. Mais elle est partie en Australie. Maintenant, elle vit en Australie. Je crois qu'elle vit avec un copain japonais en Australie, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr. Mais voilà, elle a changé de vie complètement. Puis elle, c'était pareil. Elle adorait le Japon. Elle aime toujours le Japon. Elle le dit. Hein, quand elle vient en vacances, elle aime bien. Mais par contre, vivre au Japon, c'est fini. C'est plus possible. À cause de quoi? Principalement du travail. Voilà, du travail qui était dur. Franchement, c'est dur. Ça peut être dur. Moi, je l'ai pas vécu, donc je peux pas vous donner des exemples. Mais c'est vrai que de ce que je comprends, de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'est quand même pas simple. Ça veut pas dire que c'est le cas tout le temps. Moi, par exemple, ma copine Vola, qui habite à Kyoto, travaille pour une entreprise australienne, mais qui est au Japon, puis il y a quand même beaucoup de Japonais. Bon, bah, j'ai l'impression quand même qu'elle arrive à tenir et que ça lui va. Alors que aussi, elle, c'est pareil, elle a son petit caractère. Mais voilà, ça va dépendre des boîtes. Mais je pense que voilà, vous avez des fortes chances de tomber sur des boîtes qui soient quand même pas super top, quoi. Et qu'il y en a beaucoup. Ça veut pas dire qu'il y a que ça, mais va falloir être chanceux, voilà, tout simplement. Et donc on va prendre un autre cas, une autre fille que je connais aussi de Kyoto, qui vivait ici depuis quelques années, que vous connaissez peut-être, je ne vais pas donner son nom, parce que je ne sais pas si elle veut spécialement qu'on parle d'elle, mais bon, elle est très présente sur les réseaux sociaux.
Elle était à fond dans ses stories Instagram, hein, genre le Japon c'est super, j'adore ma vie au Japon, je kiffe ma vie, c'est super. Bon, tout ce qu'on sait tous sur Instagram, hein, de toute façon, il y a deux équipes, hein, il y a ceux qui ont une vie géniale, et puis il y a ceux qui une vie de merde, et puis de toute façon c'est difficile pour moi. Bon voilà, c'est les deux teams sur Instagram. Et du coup, elle avait une vie géniale dans ses stories. C'est plus sympa de partager ça que de partager son côté, genre tout est de la merde, et puis de toute façon la vie c'est de la merde, et puis de toute façon vous allez tous mourir, et je vous déteste. Ouais, on va pas se mentir. Hein. Et donc, bah, elle aussi, elle est partie. Alors que pourtant, voilà, c'est super, quoi. Mais elle se posait déjà des questions il y a déjà pas mal de temps. Hein. J'avais déjà discuté un peu avec elle. Je la connais pas plus que ça, je l'ai jamais rencontrée, mais on a échangé 2-3 messages parce qu'elle habitait sur Kyoto. Puis, bah, moi, j'ai piqué des adresses qu'elle avait, elle m'a piqué des adresses, voilà. On s'est jamais rencontrés. Alors qu'elle rencontrait plein de gens, mais vous savez, moi, je suis pas. Me voyez pas comme le mec hyper social qui adore rencontrer Pumped Up tous les Français du Japon. Moi, je suis un peu tranquille dans mon coin et moins on m'emmerde, mieux je suis. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je ne suis pas le plus gros influenceur Japon de la galaxie. Hein. C'est parce que bah, je fais pas de réseau, voilà. Donc voilà, je l'ai pas rencontrée alors qu'elle avait l'air sympathique, hein, en toute honnêteté. Mais elle se posait des questions, voilà. Donc j'avais demandé, ah, tiens, pourquoi tu te poses des questions sur le Japon, tu comptes pas rester, etc. Elle se demandait si elle restait ou pas. Elle est jeune, hein, elle travaille ici depuis quelques temps quand même, elle travaille dans le tourisme, ce que j'ai compris. Et puis le tourisme au Japon, bah, même si en ce moment c'est la fête à la maison, hein, vous le savez, hein, bah, autant l'année prochaine, il y aura un Covid-2, un Mont Fuji qui démarre, ou je ne sais quoi, qui font que le tourisme sera en berne. Hein. Moi j'ai un ami à moi qui est guide, et qui me disait qu'en 10 ans de guide, il a finalement travaillé vraiment que 5 ans. Entre Fukushima et le Covid, il a perdu 5 ans. Parce qu'à chaque fois, bah, le Covid, bah, là c'était vraiment fermé, mais Fukushima par exemple, pendant 2 ans, bah, ça a été la vache maigre, hein. Il y avait beaucoup moins de gens qui venaient, quoi. Ça a mis du temps avant que les gens reviennent. Puis bah, moi je me rappelle, hein, quand je suis venu au Japon étudier, le premier truc qu'on me disait, mais t'as pas peur avec Fukushima, avec la nucléaire? Genre, ah non, c'est bon, moi j'ai vécu de Tchernobyl, je suis immunisé, donc tout va bien. Mais voilà, je veux dire, ça reste dans la tête des gens, et puis bah, c'est quand même, financièrement, quand t'es guide, je pense qu'il faut que t'as intérêt d'avoir un peu d'argent de côté pour les mauvaises années. Hein. Mais bref, elle se posait des questions, voilà, elle n'était pas guide, hein, elle travaillait dans le tourisme. Elle se posait des questions sur son avenir, et je pense qu'elle voyait que la vie ici, ça allait sûrement être un peu compliqué. Finalement, pour avoir une belle carrière, pour avoir une belle vie, quoi. Même si elle aimait le Japon, j'ai l'impression, ouais, t'as pas forcément une belle carrière qui s'offre à toi facilement, quoi. Officiellement, maintenant, elle dit, parce que je lui ai demandé, elle a quitté finalement le Japon après quelques mois de réflexion. Et donc je lui ai demandé, je lui ai dit, ah bah tiens, finalement tu quittes, pourquoi? Alors, officiellement, elle m'a dit, ah bah qu'elle veut voir le monde, voilà, qu'elle veut voir le monde, ce qui peut se comprendre aussi, hein, il n'y a pas que le Japon dans la vie, et peut-être qu'il y a un pays où elle va se sentir mieux au final. Même moi qui adore le Japon, hein, je connais pas grand chose du monde finalement, et je me dis parfois bah, qu'autant il y a un autre pays quelque part qui me conviendrait encore mieux, qui serait bah, tout ce que j'aime au Japon, mais avec peut-être moins cher, où je vivrais mieux, où je vivrais comme un pacha, où j'aurais pas ces problèmes d'argent, voilà, où j'aurais peut-être la langue qui serait moins problématique aussi, donc ça serait plus simple, voilà, parce qu'il serait un peu anglophone. Bref, elle est partie pour plusieurs raisons, envie de voir le monde, envie d'avoir un meilleur avenir. Je pense pas que le boulot en lui-même était mauvais, ou que les conditions étaient mauvaises, mais elle aura sûrement de meilleures perspectives de carrière ailleurs qu'au Japon. Et ça, bah, c'est à prendre en compte aussi, hein, parce que mine de rien, les perspectives au Japon sont pas toujours faciles, simples et bonnes, surtout si vous êtes une fille, ce sera plus compliqué, je pense. Puis bah, le Japon n'est pas non plus voilà, le pays de l'avenir, je pense. Hein. Peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, là, on parle de boulot, hein, mais comme je vous dis, il y a l'argent et l'avenir aussi qui comptent. Et en ce moment, bah, j'ai vu pas mal de gens discuter du fait que bah, de vouloir quitter le Japon, à cause d'une raison simple, c'est du yen, et du pays bah, qui s'appauvrit. Et oui, le Japon n'est plus, depuis un bail, la deuxième puissance mondiale. C'est pas le Japon qui monte. Non, c'est plus le Japon qui descend dans les classements, lentement mais sûrement. L'avenir n'est pas forcément super rose. Alors oui, c'est pas un pays du tiers-monde non plus, hein, mais clairement en ce moment, on n'est pas si loin que ça. Hein. La différence avec le dollar et l'euro ont battu des records. Les prix s'envolent sur pas mal de choses. Et pour un Japonais, par exemple, partir en vacances à l'étranger, puis même partir des vacances au Japon, hein, ou bien acheter un produit, bah, ça coûte cher. La plupart des produits qu'on veut peuvent être importés. C'est pas forcément du made in Japan, Et puis bah du coup ça revient très cher. Puis même quand c'est made in Japan, bah, on n'a pas forcément les ressources premières. Donc du coup bah, les prix ont vraiment augmenté hein, pour un local. Hein. Et pour beaucoup d'étrangers qui adorent vivre ici, bah, ils ne se sentent pas pour autant redevables. Voilà. Il n'y a pas de mal à ça au final, hein. C'est normal. Hein. Souvenez-vous, la fameuse journaliste française qui a tout quitté pendant Fukushima et tous les Français qui avaient pris les premiers avions dès que ça avait commencé. Ça avait beaucoup choqué une partie de la population japonaise et surtout les Français parce que c'était eux qui étaient partis vraiment en masse au démarrage et ils trouvaient ça un peu facile et qu'il y avait un peu un abandon. Eux, ils peuvent pas partir, hein. Ils sont dans la merde et puis bah, ils doivent vivre avec. Hein. Et dans un sens, bah, ça se comprend. Voilà. Moi, je comprendrais de voir des gens qui font comme des locaux, qui disent ah, bah, moi, c'est ma vie, mon cœur, hein, le Japon. Je suis comme ça, quoi. Et qui, au premier problème, bah, ils s'en vont. Voilà, et puis vous laissent dans la merde sans se retourner, quoi. Mais d'un autre côté,
les Japonais feraient la même. Hein. À l'inverse aussi, hein, ce sont souvent les premiers à déguerpir d'un pays dès qu'il y a un souci. Hein. Faut pas se le cacher. Hein. Et d'avoir des avions affrétés par l'État, etc. Bref, c'est humain. Et les deux points de vue sont totalement compréhensibles pour moi. Alors là, on n'est pas en mode catastrophe. Hein. Cependant, pour beaucoup, y en a qui pensent à leur avenir. Et à raison. Hein. Et se disent que le Japon, c'est pas forcément le meilleur investissement sur du long terme. Oui, il y a la douceur de vivre. Oui, il y a le respect. Mais beaucoup pourraient mieux vivre, finalement, ailleurs. Et d'un point de vue matériel, quoi. Donc j'ai vu pas mal de personnes en ce moment avec des positions assez aisées quand même, hein. C'est pas le premier venu, c'est pas le mec qui est prof de français puis qui galère un peu au Japon, qui a 3 boulots, hein. Mais plus des gens qui ont des, justement qui pensent à l'avenir, qui ont un peu des revenus, qui essayent de vivre pas forcément super riches, mais qui pensent à l'avenir avec leurs enfants, machin, etc. Et ils commencent à réfléchir pas mal à quitter le pays en se disant que l'avenir radieux était pas spécialement au Japon, et je pense qu'ils ont quand même un peu raison. Alors là aussi, hein, on va mettre des pincettes. Hein. Autant la crise du yen sera un souvenir dans un an, puis on n'en parlera plus. Puis on retournera à une situation d'antan habituelle où, en gros, 1 euro égale 130 yens, ou même 1 euro égale 120 yens, j'en sais rien. Il n'y a pas de quoi paniquer non plus, on n'en sait rien. Puis on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, quoi. D'un autre côté, oui, vivre au Japon, c'est des risques. Entre les catastrophes naturelles, la position avec la Chine et la Corée du Nord, ça fait longtemps que les spécialistes prévoient une guerre potentielle entre le bloc américain et chinois dans le Pacifique. Le Japon, il sera en première ligne. Hein. Bon, peut-être un peu plus Taïwan et la Corée du Sud, note. Mais bon, voilà. Et on sera quand même dans la ligne, on fera partie du problème. La population qui est aussi vieillissante, le fait que le Japon vive dans le futur, mais des années 80, tout n'est pas rose pour quelqu'un qui cherche l'endroit idéal pour construire un futur pour lui et ses enfants au Japon. Il y a le civisme qui est bien, et ça c'est important. Et je pense que ça peut être une raison, et ça peut être une très bonne raison, en se disant, voilà, les autres raisons, tant pis, on va faire avec. Ça se comprend totalement, mais ça se comprend aussi le fait de se dire... Ouais, si je veux quand même avoir une vie, une belle retraite, avoir une belle maison, vivre bien, que mes enfants aillent à l'école, que je puisse leur payer des bonnes études, le Japon, c'est peut-être pas la solution idéale non plus. Voilà, en toute honnêteté, c'est peut-être pas la solution idéale. Encore une fois, c'est pas la solution à éviter, mais c'est clairement pas la solution d'optimisation. Mais encore une fois, hein, on va pas se la jouer à l'influenceur. Le Japon, c'est fini. C'était l'État avant, maintenant, n'y allez plus. On n'est pas là, hein, clairement. Mais dans la tête de certains, la situation, elle a changé. Et pour eux, le fait de partir est une réalité à cause de cet appauvrissement du Japon, car je pense quand même que le Japon s'appauvrit. Mine de rien, le Japon s'appauvrit. Mais allez, en parlant d'influenceurs, allons dans le glauque, dans le putaclic. Vous savez que j'aime ça, parce que je veux faire du vu, je veux faire du clic. Bon, en même temps, j'aurais dû changer le titre peut-être du sujet, parce que c'est pas au bout de 35 minutes de podcast que ça fonctionne. J'aurais dû faire ça au début, en fait. Mais un sujet qui fonctionne, quoi. La japonaise. Cette sorcière suppôt de Satan qui vous détruira votre vie. Bon, vous le savez, j'en ai déjà parlé, bien sûr, on va pas généraliser. Toutes les japonaises, ça se passe pas comme ça. Moi, la mienne, elle a des bugs, mais c'est pas pareil, par exemple. J'ai pas du tout les bugs, les problèmes que connaissent d'autres. Et puis, il y en a pour qui tout se passe super bien. Donc, encore une fois, hein, on ne généralise pas, mais ça arrive quand même souvent. C'est ça qu'il faut souvent, les japonaises qui cherchent des gaijins. Il y a quand même, vous avez, on va peut-être pas dire une chance sur deux, mais pour l'instant, des gens que je connais, je dirais presque sur une statistique des gens sur deux. Encore une fois, c'est mes statistiques, il n'y a rien d'officiel. Mais vous avez une chance sur deux de tomber sur la suppôt de Satan. Voilà. Même des histoires glauques, vous le savez, je vous en ai déjà raconté, avec des japonaises, j'en ai une bonne dizaine en stock, puis c'est pas Jojo. Et là, j'ai un ami qui est sur le départ à cause de ça, entre autres. Et il m'a raconté qu'un de ses amis était aussi en instance de ça, à cause, entre guillemets, de sa japonaise. L'ami de l'ami, lui, c'est une belle histoire d'amour comme il en existe plein. Il vit au Japon depuis une dizaine d'années, il a un boulot, il est marié, il est en visa mariage, je suppose. Hein. Bon, j'ai pas d'infos à vrai dire, parce que c'est un ami d'un ami, puis je le connais pas. Puis bon, a priori, il perd son boulot. Bon, patatras, ça arrive, hein, c'est merde, c'est chiant. Compliqué pour retrouver un taf. Hein. Pour lui au Japon. Alors, pour quelle raison, j'en sais rien. Peut-être que c'est comme moi, c'est parce que son japonais est pas bon, etc. Mais bref, il galère. Bon, c'est la vie, quoi. Mais heureusement, t'as l'amour, voilà, qui est là. Il y a l'amour qui est là pour te sauver. Il y a l'amour de sa femme japonaise qui l'a poussé à rentrer chez lui. Voilà. À rentrer chez lui en France. Car oui, sa femme l'a mis dehors voilà, de la maison. Lui a fait comprendre qu'elle voulait pas d'un chômeur à la maison. Voilà, que c'était la honte d'avoir un chômeur à la maison. Donc tu trouves pas de boulot, tu te casses. Et tu te dégages, quoi. Tu pouvais dégager puis rentrer dans ton pays. Il va te trouver un boulot rapidement. Parce que voilà, c'est une honte. C'est une honte. Je veux pas avoir d'un mari. Qu'est-ce que je vais dire à la famille et aux amis d'avoir un mec qui est là à la maison puis qui travaille pas. Mon Dieu. C'est beau l'amour, hein. Les liens sacrés du mariage jusqu'à ce que le chômage vous sépare. Ça fait rêver, non? Bref, on voit la solidarité. La solidarité de ces japonaises gentilles. Sûrement qu'elles devaient être toutes gentilles au départ, qu'elles devaient être super, qu'elles kawaii, oh là là, tiens, je vais faire le ménage chez toi, je vais te faire à manger, je vais m'occuper de toi. Ah mais t'as plus de boulot, casse-toi enculé. Tu me rapportes plus d'argent, comment je vais vivre ma vie de choufou? Va te faire foutre. C'est ça.
ça peut être un peu mesquin de dire ça comme ça, mais ça existe beaucoup, c'est ça le problème. Encore une fois, faut arrêter de voir avec nos yeux d'occidentaux, etc., puis de se voiler la face, ça existe. Ça veut pas dire, encore une fois, que c'est toutes les japonaises comme ça, surtout, ne généralisez pas, c'est pas le cas. Mais il y en a, et il y en a pas mal, voilà. Voilà, je sais pas combien, je n'ai pas les statistiques, mais c'est pas comme si j'avais entendu une histoire un jour et puis que moi j'en faisais une généralité. J'ai entendu autant, j'ai même entendu plus d'histoires qui se passent mal que d'histoires qui se passent bien, en toute honnêteté. Mais il y en a quand même des histoires qui se passent bien, il y en a beaucoup. Mais voilà, faut le connaître, ces histoires-là existent et que les japonais choufous qui sont très portés sur l'argent, puis qui s'intéressent à vous parce qu'elles peuvent avoir un bébé mignon, parce que ça c'est un des trucs importants, elles veulent un bébé mignon, parce que c'est un objet, un bébé, donc vous voulez avoir un bébé mignon, plus mignon que votre copine. Et puis, surtout, il faut pouvoir continuer de vivre sa vie de choufou et de ne pas être stressé. Et donc, plutôt que de se dire, tiens, il est dans la merde, je vais aller travailler, je vais aller l'aider, puis je vais le soutenir, comme il m'a soutenu à un moment donné, parce que quand j'allais mal, il m'a soutenu, puis moi maintenant, je vais le soutenir. Non, c'est la honte. C'est la honte de ne pas travailler. Mon Dieu, quel honteux. On pourrait faire de la politique en France, je pense que certains s'entendraient bien avec, en disant, vous êtes chômeur, vous êtes une honte. J'ai cotisé quand même des années pour ça. Non, c'est une honte que tu reprennes ton argent. Mais c'est quand même mon argent, quand même. J'ai cotisé cet argent-là, donc je vois pas en quoi c'est honteux que je récupère mon argent. Si, a priori. Donc voilà, la japonaise ferait une bonne homme politique français. Voilà, à savoir, c'est bon. Elle pourra se reconvertir si elle veut trouver un nouveau boulot, je pense. Mais bref. C'est pas la première fois que j'ai entendu des histoires de mecs qui se faisaient virer de la maison car ils étaient au chômage. Encore une fois, on met les guillemets, j'aime bien les mettre parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont très... dès qu'ils prennent un mot, encore j'ai de la chance, justement, auditeurs de podcast, vous êtes vraiment sympa, vous êtes assez ouverts, donc c'est bien. Pas eu trop de gens qui, m'ont sauté à la gorge parce que j'ai dit un mot, on va aller sauter sur ce mot-là. Et merci, parce que vous le savez, j'aime pas le noir, j'aime pas le blanc, j'aime le gris. J'aime quand il y a de la nuance. Même si parfois je peux sortir des gros trucs, des trucs un peu, parce que j'aime bien être au vitriol dans mon podcast, parler, puis je suis comme ça, j'aime bien être un peu au vitriol. Mais voilà, pour moi, c'est bien le gris, il faut de la nuance. Même quand je dis des trucs, encore une fois, les prenez pas pour argent comptant. Je le remets, mais parce que je sais que parfois ça peut être... Il y a des gens qui ont un peu une ouverture d'esprit un peu plus étriquée, puis surtout, ils sont dans ce truc du bien contre le mal, du blanc contre le noir, du noir contre le blanc. J'ai raison, t'as tort. Voilà. Bon, je pense que personne n'a raison, personne n'a tort, c'est beaucoup plus complexe que tout ça. Mais bref, comme je vous dis, c'est pas la première fois, en tout cas, qu'il y a ces histoires d'étrangers. On va pas généraliser, mais voilà, ça arrive mine de rien assez souvent d'entendre régulièrement dans des histoires entre étrangers. Alors, je pense que le mari japonais, en tout côté, a le droit à ça aussi. S'il ramène plus d'argent à la maison, il va vite se faire dégager à coups de fusil à pompe. Je pense que c'est pas une histoire de gaijin, là, c'est vraiment une histoire de... C'est le statut social, quoi. C'est le fait que tu sois français, népalais, japonais ou alien, je pense qu'elle s'en fout. Ce qui est important, c'est l'argent. Le reste... Je vous ai déjà dit, moi souvent dans mes dates, un des premiers trucs qu'on me demandait, c'était combien tu gagnes. J'avais été très contente avec la mienne parce que la mienne, elle m'avait jamais demandé combien je gagnais. J'étais waouh. Parce que c'était quand même une question qui revenait assez régulièrement. Parfois, c'était la première question, c'était même pas bonjour, c'était combien tu gagnes. Voilà. Moi, bonjour, enchanté, Nicolas. Peut-être que mon japonais est pas bon, j'ai pas compris ce que tu voulais comme question. Mais bon, bref. Toujours avec une japonaise, parce que c'est un de nos sujets qu'on aime bien. J'ai donc un ami qui est marié, qui vient d'avoir un enfant et qui va quitter le Japon. Seul, voilà, sans son enfant, non pas long, c'est un peu bizarre, vous trouvez pas? Enfin, je vais pas faire toute son histoire, car elle est compliquée, puis j'en avais déjà un peu parlé de temps en temps dans les podcasts, mais finalement elle est assez banale, dans le sens où c'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire, malheureusement. Il est donc en visa mariage, ouais, ça c'est souvent la mauvaise truc à faire, c'est qui tout double, mais du coup vous êtes dépendant de votre conjointe ou conjoint dans ces cas-là. Puis quand on est dépendant de quelque chose, c'est jamais bon. Mais bon, le problème c'est pour venir au Japon, vous serez dépendant de votre employeur, sauf si vous ouvrez votre business, mais là vous serez dépendant de vos clients. Mais quand même un peu plus de vous, je vais dire. Bref, il est en visa mariage, il est freelance avec des revenus qui fluctuent. Parfois il a des très bons revenus, puis parfois il perd des clients, donc ça va moins bien. Il fait du freelance avec la France, donc comme je vous dis, parfois il gagne bien sa vie, parfois c'est la galère quand il perd plusieurs clients d'un coup. Mais bon, c'était pas trop le problème, même si c'est stressant, c'est pas trop le problème. Avec sa femme, tout se passait super bien, avant qu'elle devienne sa femme, justement. Puis le mariage est arrivé, et elle a changé du tout au tout. Ça, c'est aussi un truc qu'on entend souvent, malheureusement. Pour se transformer en choufou aspirante. Donc elle n'était pas choufou parce qu'il voulait pas d'une choufou, mais elle aurait bien aimé, je pense. Je pense que si lui avait donné les clés, elle aurait fait le portrait de la parfaite choufou. Par exemple, elle lui a demandé d'arrêter de bosser, à un moment donné, ou de se mettre à mi-temps. Ce qu'il a répondu, oui, pas de problème, tu peux te mettre à mi-temps, mais je te donnerai pas plus d'argent, quoi, pour les trucs perso que tu veux acheter. Et là, elle a pas aimé, elle a fait la gueule, parce que pour elle allait se mettre à mi-temps, puis du coup, il allait payer le compromis, quoi. Et il fait non, je vois pas pourquoi moi je travaillerais à temps plein, et puis toi tu travaillerais à mi-temps. Là, il n'y a pas d'histoire d'enfant, il n'y a pas d'enfant encore, pour s'occuper de l'enfant ou quoi que ce soit. C'est genre juste je me mets à mi-temps, parce que voilà, j'ai envie d'un peu plus glander, ce qu'on aimerait tous.
Alors oui, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, bah, tu baisses ton train de vie, quoi. Elle n'a pas le choix, quoi. Donc bref, ça c'était bah non, voilà, et donc elle a pas aimé. Elle lui a demandé le fameux, le classique hein, qu'on entend souvent, de gérer les comptes familiaux, parce qu'ici bah, c'est normal de gérer les comptes de la famille, que la femme tienne les comptes de la famille. Alors moi encore une fois j'ai de la chance, elle est pas du tout là-dedans, et heureusement, parce que je pense qu'on signerait une banqueroute, elle est pas très douée pour ça. Je veux dire, tant mieux, voilà, moi je suis tranquille, de toute façon j'aurais dit non aussi, hein, comme beaucoup de Français je pense. Et elle, bah voilà, elle voulait gérer les comptes familiaux parce que ses copines elles font ça aussi. Donc bah, lui, il a dit pas question. Et honnêtement, si j'ai un conseil, ne faites jamais ça. Vraiment, ne dites jamais oui à ça. Sauf si vous êtes méga nul aussi pour gérer votre argent et que vous savez que ça va être une catastrophe si c'est vous qui le faites. Mais sinon, ne le faites pas. Parce que si vous dites oui, vous deviendrez justement juste un moyen de gagner de l'argent. Vous serez un portefeuille sur pattes dans le couple, sans aucun moyen de pression. À être géré comme un enfant finalement à qui l'on file de l'argent de poche, et puis vous pourrez rien gérer, n'avoir votre avis sur rien, et vous serez là juste pour amener du pognon. Ne dites jamais oui à ce truc. Puis même, je pense que je l'ai jamais entendu à l'inverse, avec un homme japonais et une femme française, parce que je pense que l'homme japonais est habitué à être celui qui travaille, donc je pense que ça n'arrive pas. Mais à l'inverse, ne dites pas oui. Ne faites pas gérer votre compte par votre conjoint, jamais. Faites un compte commun si vous voulez, ou vous versez de l'argent sur un compte commun, faites voilà, plein de choses. Mais ne transférez pas tout l'argent de la famille sur la gestion de la femme, parce que là, vous avez perdu. Voilà, je ne vais pas vous dire que votre vie sera une catastrophe par la suite. Il y a des grandes chances, encore une fois, hein. Il peut y avoir des exceptions, mais là, je pense qu'il ne faut jamais dire oui à ça, vraiment. Mais bon, elles n'ont pas l'habitude, puis c'est pas genre juste, parce qu'ici, ça se fait, donc elles comprennent pas. Voilà, c'est juste un truc, je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça, mais il y a des trucs que nous, pour nous, ça nous paraît tellement normal de faire comme ça. Puis si on vous dit bah non, je veux pas faire comme ça, vous allez être là, bah pourquoi? Parce que bah, c'est comme ça que ça se fait. Bah oui, ici c'est comme ça que ça se fait, mais nous, non, on peut pas. Et franchement, ne le faites pas, vraiment. C'est un vrai conseil que je vous donne. Elle a aussi gueulé sur la bague de mariage. Parce qu'il lui avait acheté une belle bague de mariage, il avait mis quand même assez de pognon là-dedans, qui était assez cher. Elle n'était pas donnée, mais elle a gueulé parce que c'était pas assez cher et que ses copines avaient eu des bagues plus chères. Bah oui, elle a demandé d'en acheter une deuxième, une en argent, parce que lui il avait acheté une bague en or, et il a refusé le caprice. Du coup il a fait bah non, bah attends, je t'achète déjà une bague qui coûte cher, pas t'en prendre une deuxième, ça n'a pas d'intérêt quoi. Enfin pourquoi, enfin c'est quoi ce caprice quoi. Et du coup bah elle a acheté elle-même la bague pour pas perdre la face sûrement devant les copines. Vous voyez un peu le tableau quand même, hein. C'est quand même... Voilà. Et je vous dis, hein, tout ça, vous dites, mais pourquoi il est avec cette fille? Il était débile. Sauf qu'au début, elle était pas comme ça. Avant le mariage, elle était pas du tout comme ça. Elle était justement la petite japonaise, cool. Bon, parfois, ils se prenaient la tête pour des conneries et tout, normal, comme un couple normal, mais ça allait pas jusque-là. Mais en fait, après, quand elle commence à avoir le truc, bah, ça prend le pouvoir, et puis il faut faire comme les copines. Il y a vraiment une pression sociale qui existe ici, et je pense que... bah cette pression sociale, nous, on la ressent pas, on la voit pas comme ça, mais pour remettre aussi un peu, hein, pour pas les dépeindre comme des sorcières horribles, etc. C'est pas de leur faute, on va pas leur trouver non plus, elles sont pas obligées de faire ça, mais je pense qu'il y a une pression sociale qu'elles subissent, et que bah, celles qui savent pas le gérer, celles qui savent pas un peu être un peu justement se mettre de côté, ce qui est très dur au Japon, parce qu'on se met rarement de côté, bah du coup, elles n'ont pas le choix, elles suivent la pression sociale. Donc il faut le gosse avant 30 ans, il faut montrer qu'on a de l'argent, il faut montrer aux copines que c'est nous la choufou, que nous aussi on a la grosse voiture, que nous aussi on a le machin. Voilà, c'est comme ça. Et donc, bah, du coup, le couple s'engueulait souvent, et un jour il en a eu marre, il a bien réfléchi, il a dit qu'il allait divorcer, et qu'il allait du coup bah, rentrer en France, hein, parce qu'il savait que quand il divorçait, qu'il aurait plus de visa mariage, donc il n'avait pas d'autre choix. Donc elle n'a pas cru au début, hein. Puis quand elle a vu que c'était vrai, qu'il était vraiment en train de louer un Airbnb, etc., bah du coup elle a paniqué. On nous en avait parlé, elle lui a proposé même de faire semblant pour garder les apparences envers la famille, etc. Parce que oui, au Japon, ça existe ce genre de truc. Et voilà, bah, comme pour le chômage, hein, encore une fois, si elle vire le mec parce qu'il a plus de chômage, enfin qu'il est au chômage, c'est parce qu'il rapporte pas de l'argent, et que de deux, bah, pour les apparences, ça fait pas bien d'avoir un chômeur à la maison, c'est pas bien, voilà. Donc ça se fait pas auprès de la famille, auprès des amis, tu te rends compte qu'est-ce qu'ils vont dire, bah regarde, avec un chômeur, il est gaijin. Ah, vraiment, c'est des choses qui existent vraiment ici. Encore une fois, hein, les Japonais sont pas des gens gentils, ils sont gentils en face, ils vont dire rien en face, mais derrière ça va parler, puis ça va vous défoncer la gueule, hein, vraiment. Il y aura pas de pincette, hein. Si vous êtes en train de crever dans un caniveau, il y a des chances que personne viendra vous aider. Ça veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas des Japonais gentils qui viendront vous aider et tout, mais je pense que la solidarité sera beaucoup plus difficile qu'en France, vraiment, qu'avec des Français. Donc voilà, donc elle fait elle lui propose tout ça pour garder les apparences, et entre-temps, bah, ce qu'elle lui a pas dit aussi, et ça c'était beaucoup, alors je vais vous passer vraiment les gros détails, hein, parce que donc ça peut vous paraître un peu incongru, il y a des trucs qui vont dire mais pourquoi c'est passé comme ça, mais je vous passe tous les détails, mais en gros, elle lui a fait un gosse, dans son dos, alors pas avec un autre, hein, mais en gros, elle a finalisé un processus d'insémination artificielle sans lui dire.
Encore une fois, je vous passe les détails là-dessus parce que sinon on va faire un podcast de 1h30, ça va être voilà, compliqué. Mais il y a plein de non-dits, plein de trucs voilà, qui n'ont pas été faits. Et du coup, beaucoup de victimisation de sa part aussi. Et au final, bah, il se retrouve papa, enfin de sa part à elle. Hein, et au final, il se retrouve papa alors qu'il allait divorcer et quitter le pays. Voilà. Et puis je vous dis, hein, je vous passe tout, mais il y a des trucs très très glauques, des trucs très... quand il m'en parle parfois, je me dis, waouh, ouais, quand même, c'est une sacrée fille. Hein. On est quand même dans un niveau, même si j'ai déjà vu pire en japonaise, t'es quand même dans un niveau de mensonge, dans un niveau de rien à foutre des autres, qui est quand même assez high level, quoi. Elle fait tout pour elle, quoi. Bref, je sais plus où j'en étais. Donc ouais, c'est une situation qui est pas facile pour lui, mais outre les problèmes avec sa femme, d'autres choses lui pesaient. Hein. Comme je vous dis, le travail pas stable, on parle de mondialisation, de télétravail, mais ça reste difficile de travailler en remote, même en freelance. Voilà, les gens ne faisant pas forcément confiance de travailler avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, c'est plus difficile de réseauter aussi. Donc du coup, en étant sur place, voilà, en étant pas sur place, je veux dire, en France, c'est plus difficile de faire du réseau avec des clients français, par exemple. Puis vu qu'ils parlent pas très bien japonais, puis il faudrait parler un très bon niveau japonais, puis aussi, est-ce que tu as vraiment envie de faire du freelance avec des japonais? Je suis pas sûr, voilà, on en revient au fait de travailler avec des japonais. Bref, c'est compliqué, puis le fait aussi pour lui de ne pas pouvoir sociabiliser, la barrière de la langue, certains mauvais aspects des japonais lui ont fait douter de son envie profonde finalement de vivre ici. Comme moi, il veut vivre au Japon, mais il veut pas y vivre à tout prix, quoi qu'il en coûte. Et quand il réfléchissait un peu à tout, il se disait qu'il aurait peut-être une vie un peu meilleure en termes de stress, de stabilité financière en France, par rapport au Japon par exemple, où tout ça mélangé, ça te fait repartir en France. Et puis bon, là, après la goutte d'eau, ça a été, je pense qu'il n'y aurait pas eu la problème avec sa Megumi, que ça se passerait bien avec sa copine. Je pense que les instabilités, les trucs, il serait peut-être resté, il aurait peut-être fait avec, il aurait peut-être essayé de trouver des solutions. Mais là, ça fait beaucoup, voilà. Ça fait vraiment beaucoup qui se prend dans la gueule. Finalement, il n'est pas encore sûr de rester, de partir, parce qu'il hésite, parce que oui, il va laisser un enfant, il va abandonner un enfant, donc il va essayer de voir s'il peut pas trouver des solutions, de genre essayer de rester en couple, de faire semblant, comme elle lui avait proposé au départ, qu'il avait refusé, mais peut-être au moins pour pouvoir connaître son enfant, parce qu'il trouve que c'est pas cool d'abandonner, parce que finalement c'est un peu un abandon, même s'il veut pas, hein, c'est un abandon. Il sait que s'il part en France, il ne verra plus jamais son gosse, il n'aura plus jamais de nouvelles. Vu la fille, je pense qu'il y a des chances qu'elle lui raconte, elle fasse une histoire à tout son gosse, puis qu'elle l'éduque dans le truc de ton papa c'est un salaud, c'est un connard, alors que bon, il a sûrement des torts sur certains trucs, hein. Dans les engueulades qu'ils ont, il a sûrement des torts, puis il le dit, hein. Mais dans les trois quarts des trucs, elle va vraiment trop loin. Je veux dire, il y a pas de... elle fait des choses qui ne se font pas, on fait pas un enfant derrière le dos, elle lui a menti à plein d'autres trucs, puis bon, comme vous avez vu, elle veut vraiment devenir une choufou, ça se voit. Donc bon. Après, ils en avaient parlé au départ. S'ils en avaient jamais parlé, tu peux te dire, bon, la fille, elle s'y attendait pas, il y a le choc culturel. Moi, par exemple, si la mienne, un jour, elle me fait le coup, j'en ai parlé. Je lui ai déjà dit plusieurs fois que non, le choufou, c'est pas possible. Moi, j'en veux pas. Je veux pas d'une choufou à la maison. On partage les tâches. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un d'aidant. Mais je veux pas quelqu'un qui reste à la maison et qui fasse rien. Même si on avait des enfants, les enfants, on partage les tâches. Et puis voilà, elle travaille et je travaille. C'est la vie. Si un jour, j'ai assez d'argent pour qu'elle arrête de travailler et que moi aussi, très bien, je serais très content de lui offrir une vie paisible. Mais tant qu'on n'a pas, on n'a pas le choix. Tout le monde travaille. C'est comme ça. Et après, je comprends que la culture est différente, que pour des japonaises, elles ne l'acceptent pas. Mais dans ces cas-là, on le sait, on en discute au départ, et puis c'est un choix. Et puis si elle n'accepte pas, on arrête notre relation et c'est tout. Et on ne fait pas un enfant. Voilà, clairement, on ne va pas faire un enfant derrière, quoi. Mais bref. Des raisons, vous l'avez compris, pour repartir, il y en a des milliers. Vraiment, il peut y en avoir plein. Mon point dans tout ça, c'est pour répondre à un truc qu'on m'a souvent sorti quand j'ai pu revenir au Japon. On me disait... Ah, t'as réussi ce que tu voulais, tu dois être trop content d'être revenu au Japon. Non. Ah oui, je suis content. Mais non, j'ai pas réussi à revenir au Japon et à être content, à avoir réussi ce que je voulais faire. Revenir, c'est une marche, c'est une première marche qui me permet de continuer. Mais c'est un long escalier que j'ai à me taper. C'est que le début. Et on peut trébucher à tout moment. Il y a vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête avant de vraiment consolider son projet de vie ici. Ça va bien sûr dépendre de plein de gens, hein. On a tous des situations différentes, mais il y en a beaucoup qui sont comme moi. En tout cas, voilà, et je sais pas combien, mais il y en a qui ont des très bonnes situations, d'autres qui ont des situations vraiment merdiques, beaucoup plus merdiques que la mienne, puis il y en a d'autres qui sont un peu entre les deux, quoi. Mais voilà, c'est juste une étape. Puis rien n'est gravé dans le marbre, hein. Même si vous avez une bonne situation, peut-être que vous changerez, peut-être que vous aurez envie d'autres choses, peut-être que des choses qui vous émerveillent au début, vous émerveilleront plus, voilà, ou plus assez pour cacher les choses qui vous embêtent au quotidien. Le Japon n'est pas parfait, voilà. C'est pas simple de venir s'installer ici, pour la plupart d'entre nous. Il y a un stress qui est vraiment présent, qui peut en faire craquer beaucoup, vraiment énormément. Que ça soit au début, mais même au bout d'un moment, hein, parce que on tient, on arrive, puis au bout d'un moment, on a poussé la corde trop loin, puis on voit que voilà, on peut pas aller plus loin. Ça peut être pour plein de raisons, hein. Il y a le boulot, il y a l'argent,
il y a l'amour, il y a le visa, il y a aussi le manque des proches. Je pense qu'au Japon, ça joue aussi. Moi, je l'ai vu beaucoup au Canada, de gens qui étaient au Canada, mais je pense qu'au Japon, ça joue. C'est souvent une des raisons aussi qui vous fait repartir. C'est-à-dire, bah, vous êtes à des milliers de kilomètres, puis il y a des gens, bah, ça leur emmerde de plus voir leur papa, leur maman, de voir leur frère, leur sœur. Alors dit comme ça fait un peu con, mais imaginez, votre père, votre mère, il a 80 ans, il va bientôt mourir. Bah, peut-être que, voilà, vous vous dites, ouais, ça me fait chier de pas être là, de pas profiter des derniers instants avec ma famille que je reverrai plus après, quoi. Ou alors, votre frère et votre sœur, ils viennent d'avoir un petit enfant, puis bah, pour vous, c'est important, puis c'est votre nièce, c'est votre neveu, puis vous dites, bah, ouais, je le verrai pas grandir, je ferai pas partie de sa vie, finalement. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas, c'est personnel, mais je pense que je suis je suis pas quelqu'un d'unique, hein, mais je pense pas que je suis la majorité, il y a des gens comme moi aussi, mais je pense qu'on n'est pas la majorité, et je pense que pour beaucoup, c'est pesant d'être éloigné de la famille, et puis justement de ne pas partager finalement des moments avec des gens qu'on apprécie, avec sa famille, avec des gens avec qui on est proche. Moi, je suis assez arrêté là-dessus, même avec mes amis, hein. Moi, j'ai des très bons amis, et c'est pas une histoire de pas être proche ou pas proche, hein. Moi, j'ai des amis que je considère comme... J'ai un ami que je considère comme mon frère. Bon, bah, forcément, ça me fait chier de pas être avec lui. Mais je m'y fais, je me fais à la situation et puis c'est pas pesant pour moi. Mais peut-être que ça sera pesant dans 10 ans, j'en sais rien. Alors, encore une fois, la vie change, tout change. Mais voilà, il y a une épée de Damoclès qui est vraiment au-dessus de la tête quand on vit au Japon. En tout cas pour beaucoup de personnes. Et je pense que c'est important, il faut bien garder ça en tête. Je pense qu'on fait son projet sans pour autant de savoir que... Faut pas faire son projet en ayant ça et en se disant que ça soit un frein. Pour se dire, bah non, c'est trop dur, c'est compliqué. Bah ouais, non, t'as vu, Engie, il dit, waouh, il dit que c'est compliqué, que les japonaises, c'est tous des connasses, que au boulot, le Japon, c'est l'enfer, que blablabla. Non, déjà, c'est pas ce que je dis, hein. J'ai pas dit que les japonaises étaient des connasses, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Certaines japonaises, et puis bah, souvent celles qui sont orientées gaijin, ou même, c'est pas une histoire de connasses. Il y en a qui sont là, par exemple, pour mon pote, c'est pas une belle personne, clairement. On va pas dire que c'est une belle personne, parce qu'il y a trop de mensonges. Mais il y a aussi juste du choc culturel. C'est pas la même chose. On vit pas de la même façon. Et donc pour nous, bah, on est habitué à certaines choses. Eux, ils sont habitués à certaines choses. Et puis bah, quand on les mixe ensemble, bah, il y a des chocs. Il y a des chocs. Puis parfois, les chocs, ils sont difficilement absorbables, on va dire. Puis c'est difficile de trouver une solution. Ça arrive. Voilà, c'est comme ça. Mais le truc, c'est qu'il faut bien garder ça en tête. Je veux pas que ça soit un frein, mais je veux vraiment à chaque fois, pour ceux qui ont des projets de venir vivre au Japon, de bien le garder. Parce que je pense que ça vous éviterait d'avoir des regrets pour la suite. Qui, je pense, au final, peut être le pire. C'est-à-dire que faites votre projet, mais ayez tout ça en tête. Parce que bah, comme ça, vous allez pouvoir garder dans un petit coin de votre tête à vous le retour. Pensez toujours qu'il y a peut-être un retour possible, que tout n'est pas gravé dans le marbre. Et que c'est pas grave, si c'est comme ça, vous avez tenté votre expérience. Et je pense que si vous le savez, c'est mieux que, bah, je prends toujours l'exemple de cette fille, hein. Et Japon, c'est super, moi j'adore, hein, j'ai JLPT1, waouh, waouh, waouh. Puis qui au bout de 6 mois, genre était en crise, elle postait toutes les 5 secondes, oh, c'est de la merde, ils sont tous des méchants, ils parlent derrière mon dos. Je peux comprendre que ça soit pas agréable, vraiment. Mais je pense que si elle avait un peu réfléchi avant, peut-être qu'elle l'aurait un peu mieux géré. Peut-être qu'elle aurait même pu rester au Japon en se disant, bon, bah de toute façon, je le sais. Voilà, je le sais, je sais que je fais avec. Ou alors peut-être qu'elle s'aurait dit, ouais, non, vraiment, c'est ça. Effectivement, on me l'a dit, puis c'est vrai que c'est comme ça. Bon, bah allez, on arrête. Et puis voilà. Je savais je savais dans ma tête que ça pouvait être un frein. Bon, bah effectivement, c'est un frein. Je pense qu'on prend un choc qui est moins frontal, sûrement, quand on est conscient de tout ça. Donc voilà, être conscient de toutes ces possibilités, moi je pense que ça permet d'avoir une meilleure vision, puis de mieux préparer l'avenir. Même si encore une fois, on ne sait jamais ce qui va arriver dans la vie. Mais bref, au final, j'ai pas de stats. Mais je pense que beaucoup de gens qui sont venus ici avec pour but de vivre au Japon toute leur vie, hein, genre je vais venir avec Naruto. Ouais, je me moque toujours avec Naruto, mais genre, on est tous comme ça, on est tous venus au Japon parce qu'il y avait un truc qui nous faisait rêver, hein. Un truc qui est pas plus con qu'autre chose, un Naruto, aimer la cérémonie du thé, ou moi par exemple j'aime faire des photos. Genre, tout est con, voilà, mais c'est votre kiff, faites votre kiff. J'aime bien me moquer, mais encore une fois, vous le savez, hein, faites votre kiff, faites ce que vous kiffez, on s'en fout, pensez pas à ce que les autres pensent. Le plus important c'est ce que vous kiffez. Pensez à ce que les autres pensent juste pour pas les déranger, mais par contre, voilà, faites votre kiff, et puis c'est pas grave s'il y a des gens qui trouvent que ce que vous faites c'est idiot. Moi pendant des années, quand je collectionnais les figurines, j'avais des gens qui comprenaient pas. Mais moi, je suis quelqu'un de très en retrait là-dessus. Et j'en avais rien à branler. Je collectionne des figurines. T'aimes pas? Tu me trouves con? Ah, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Moi, je fais mon kiff. C'est mon plaisir. Puis toi, tu fais ta vie. Bah, j'espère que ta vie, elle est cool, mais elle a pas l'air d'être super cool. T'as l'air d'avoir une vie cool, mais j'ai l'impression que derrière, t'es tout le temps en train de dire, oh, ça va pas. Puis de toute façon, c'est de la merde. Et puis machin. Bah, moi, ma vie, elle était tranquille. Voilà. Et puis, bah, je collectionnais des figurines. Oui, c'était pas ouf. C'est pas un truc hyper hype, hyper hipster. Ah ouais, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des conneries. Et bah voilà, c'était cool, j'ai aimé, ouais, j'ai kiffé, puis je fais de mal à personne, donc tant mieux. Vraiment, c'est le truc, j'aimerais que les gens aient conscience de ça. Parfois je vois des gens je voyais par exemple des gens qui collectionnaient des figurines qui le vivaient mal, c'est parce que bah, les gens leur disaient c'est quoi ces trucs de gamin, pourquoi tu fais ça? Ou leur famille même qui se foutaient de leur gueule ou qui comprennent pas, en disant mais pourquoi t'achètes tous ces trucs?
Encore une fois, si vous pétez pas toute votre thune puis qu'après vous n'avez pas assez d'argent pour pas manger, oui, là, il faut réfléchir. Mais sinon, faites votre plaisir. Arrêtez de penser aux autres, à ce que les autres pensent. C'est bien de respecter les autres, je suis le premier à dire de faire attention à pas déranger les autres. Mais quand vous dérangez pas les autres, eh ben, allez, faites votre kiff. Ce que les autres pensent, vous leur faites un gros fuck. Vous n'êtes pas obligé de leur faire un gros fuck parce qu'ils font ce qu'ils veulent aussi, ils ont le droit de penser que vous êtes un con. Les écoutez pas. Foutez-les dans un coin, puis faites leur life et vous en avez rien à branler. Qui fait votre vie? Et pour le Japon, bah c'est pareil. Venez au Japon. Voilà. Même si je vous dis que tout est compliqué et tout, si c'est votre rêve, allez-y. Gardez juste en tête pour avoir vraiment tous les éléments en main, pour que ça soit moins violent quand vous allez le prendre en pleine face, si vous le prenez en pleine face, que vous le prendrez peut-être pas, que ça soit moins violent, puis vous puissiez le digérer un peu mieux, et peut-être ça vous aidera à continuer, parce que vous le saurez, vous serez pris moins un uppercut dans la gueule, ce sera un peu plus facile à gérer, ou alors bah, ça serait peut-être un échec, mais un échec qui sera déjà préparé, donc pareil, il sera un peu moins violent à prendre dans la gueule, quoi. Mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens finalement qui au bout de quelques années, pour des raisons totalement variées, s'en vont du Japon. Je pense qu'il doit y avoir vraiment de nombreux dans ce cas. Peut-être ça sera mon cas aussi un jour. Hein. Moi je marche sur une corde où à tout moment je peux tomber, hein, pour plein de diverses raisons et facteurs. Hein. Je suis très loin d'avoir consolidé ma vie ici. Je pense que ma vie sera consolidée dans... Peut-être, hein, dans le meilleur des mondes, dans 5 ans, 10 ans, voilà, je commencerai à être un peu plus sécure. Mais je sais que là, pendant des années, je vis avec une épée de Damoclès, je vis en marchant sur une corde et que ça peut tomber à tout moment pour diverses raisons. Mais pour autant, pour certains, bah, ils ont réussi. Ils sont venus avec ce but, puis ils ont réussi à consolider pleinement leur vie sur place. Et pour certains, même, ça a été très facile. Ça a été rapide. Et pour d'autres, bah, la plupart, je pense, ça a été un long chemin semé d'embûches. Mais si c'est votre rêve, bah foncez. Et comme je disais, avec certains qui repartent un peu le cœur lourd, hein, bah peut-être que la vie sera plus clémente aussi, et meilleure ailleurs. Il ne faut pas vraiment s'arrêter sur le Japon. On ne sait pas ce que sera fait la vie et votre vie future. Le Japon, c'est pas une fin en soi. L'important, c'est d'être heureux. Moi, quand j'ai commencé ma vie d'adulte, de jeune adulte, je rêvais d'être à Paris, j'ai kiffé ma vie parisienne, j'étais content. Je connaissais pas le Japon. Ouais, le Japon, je connaissais pas plus que ça. Puis après, bah, j'ai évolué, mes attentes ont changé. Et puis le Japon, ça a accordé avec mes attentes. Et du coup, j'étais content. Mais peut-être que dans 10 ans, bah, mes attentes, elles iront plus avec le Japon. Pour X raisons. Peut-être que ça sera un choix, peut-être que ça sera la vie qu'on aura choisi pour moi. Et peut-être qu'il y a même pas de choix, mais qu'il y a un autre endroit où je me sentirai encore mieux et que je le connais pas. Alors je dis pas qu'il faut aller tout chercher et puis voilà, être toujours à la recherche du meilleur, ça c'est un truc aussi que j'aime pas trop, mais les gens qui veulent toujours plus, qui veulent toujours avoir plus, faut faire plus de bénéfices, faut être plus heureux, faut changer de copine tout le temps parce que elle est bien, mais elle est encore mieux. Non, au bout d'un moment, faut se satisfaire de ce qu'on a puis kiffer. Voilà. On peut toujours avoir plus, mais je pense qu'à un moment donné, il faut kiffer ce qu'on a. Et donc bah voilà, peut-être que je kifferai ma vie au Japon, et puis pour l'instant c'est bien parti, mais encore une fois, peut-être qu'on changera. Mais bref, faut pas avoir trop d'attentes, il faut être conscient des différents problèmes qui peuvent arriver. Et puis ingérer tout ça, et puis même en le sachant, hein, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous prendre une claque à un moment donné. Hein, moi je pense que je suis un peu au courant de tous les problématiques, mais c'est pas parce que je suis au courant que je me prendrai peut-être pas une claque à un moment donné, puis que je vais être triste et je vais pas être bien. Mais au moins je pense que ça atténuera un peu le souci. Mais encore une fois, hein, quand je dis des trucs négatifs, je veux pas dire ne le faites pas. Parce que se prendre une claque dans la vie, c'est pas mal. Vous pouvez tenter l'aventure Japon, même si vous avez peur, vous vous dites, ah ouais, mais quand même, machin et tout. Faut bien calculer, faut pas faire n'importe quoi, parce qu'il faut pas tout griller et puis revenir et puis être vraiment dans la merde. Voilà, c'est quand même important d'avoir des backups, d'avoir des plans de secours dans sa vie. Mais vous pouvez prendre des risques, tentez-le. Ce sera peut-être une bonne expérience, peut-être la meilleure expérience de votre vie. Peut-être ça sera une très bonne expérience, puis que ça va foirer par la suite et que vous serez un peu déçu. Donc ça va vous mettre un peu dans la merde, mais au moins vous n'aurez pas de regrets. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus important. L'important, c'est d'être heureux. Le Japon, c'est pas une fin en soi, et de ne pas avoir de regrets. Voilà, sur cette dernière phrase digne d'une discussion de comptoir avec plusieurs petites pastilles déjà dans le nez, je vous souhaite de passer une bonne semaine, comme d'habitude, ou plutôt 2 bonnes semaines, parce que vous le savez, maintenant c'est un podcast tous les 2 semaines depuis quelques temps. Mais comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit? Il est un peu long ce podcast, désolé. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit? On dit ciao, bye bye, matane. もうやめた週末の雨に
かない。